Bienvenue sur Aventure Humaine. Nous sommes Laura Lepers et Gaël Aymar, entrepreneurs humanistes et cofondateurs de Podcast Mania, studio de production et créateurs de la formation À vous les studios. Notre mission, diffuser des ondes positives. Avec Aventure Humaine, nous souhaitons donner la parole aux aventuriers et aventurières de la vie que nous rencontrons sur notre parcours d'entrepreneur. Quel que soit leur métier, restaurateurs, explorateurs, doula, architectes, avocats et tant d'autres, ces aventuriers ont tous des points communs. Ils mettent du sens dans leur démarche et leurs projets de vie. Entreprennent ou intraprennent naturellement et avec conviction. Ils évoluent grâce à un entourage de qualité et partagent des valeurs humaines et environnementales fortes. Comme le disait si bien Gandhi, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Notre mission à la fin de chaque épisode est de t'inspirer, te montrer que tout est vraiment possible, surtout quand on est aligné et bien entouré. Si le podcast d'Aventure Humaine t'est utile et t'inspire, l'occasion de le soutenir et d'en parler sur tes réseaux sociaux. On se fera un plaisir de partager tes précieux retours. Enfin, tu peux aussi le noter 5 étoiles, le commenter sur Apple Podcast ou sur notre site internet aventurehumaine.fr. Bonne écoute et surtout prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Salut Bart. Salut Gaël, comment vas-tu ? Ravi, très bien, ravi encore une fois d'échanger. On était en train de discuter là, de lancer la conversation. Ravi de t'accueillir sur Aventure Humaine. Eh ben écoute, plaisir partagé, merci infiniment d'ailleurs pour cette invitation, parce que tu as eu des invités et tu as un podcast déjà que j'ai écouté plusieurs fois et tu as eu des invités absolument géniaux. Donc j'ai eu un petit complexe d'infériorité, je t'avoue, en écoutant que ça soit Arthur Aubeuf par exemple, ou c'était qui ? C'était Guillaume de Sens Critique. Guillaume Boutin. Ouais, je me suis dit mais je leur arrive pas à la cheville à ces gars-là, ils sont vraiment géniaux. Donc je vais tâcher d'être à la hauteur, et en tout cas c'est un honneur et un plaisir de pouvoir participer. Donc merci infiniment pour cette opportunité, ça va être super chouette. Bon, alors, je te rassure tout de suite, sur Aventure Humaine, on parle alignement, on parle sens, on parle impact. J'ai pour préparer cet échange, j'ai écouté pas mal de choses, j'ai regardé, j'ai fait mon job, et je suis certain qu'aujourd'hui, tu as plein de choses à nous partager pour être aligné, pour être on va dire, sur le chemin de sa mission de vie avec ses valeurs, et t'es vraiment au clair, je crois, en 2021 avec toi-même. Ouais, bah c'est peut-être la crise de la trentaine. Non, écoute, je vais essayer d'être à la hauteur. C'est sûr que l'alignement, en tout cas, c'est un sujet qui est hyper important pour moi, et du coup, bah, c'est un grand plaisir de pouvoir en parler, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas toujours. Enfin, tu vois, sur lesquels, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu tabou parfois, ce sujet d'être aligné entre ce que tu as envie de faire et ce que tu fais réellement, et entre le bien-être et la performance, le succès et tout. Donc j'espère qu'on pourra découdre un peu ces sujets ensemble, et je vais tâcher d'être à la hauteur de tous tes autres invités, toutes tes autres interviews. Alors, on va parler podcast, on va parler sport, on va parler entrepreneuriat, investissement, association, rebond. Moi, ce que j'ai remarqué dans tout ce que j'ai dans et tes épisodes et les épisodes de podcast sur lesquels tu es passé, j'ai je pense déceler une énergie, une boule de feu impressionnante, incroyable, que tu, à mon avis, as mis du temps à canaliser. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Extraterrien, avec peut-être ces expériences dont on va parler, tu es beaucoup plus en mesure de la canaliser, de la mettre au service, cette énergie, cette fougue, au service de plus grand que toi. C'est pour ça, à mon avis, que tu es aligné. Ouais, peut-être, mais non, mais t'as bien vu. Alors c'est vrai qu'il y avait. Enfin, j'ai toujours été un enfant hyper actif et qui avait envie de découvrir énormément de choses, avec, je pense,
une curiosité assez débordante. Et dès qu'on me propose un nouveau truc à apprendre, je suis toujours partant et j'ai toujours envie d'essayer. Et, euh, et tu vois, quand t'es jeune et que t'es à l'école, c'est hyper dur de tenir 10 heures assis sur une chaise devant un cahier, à écouter des professeurs parler. Et c'était, tu vois, et du coup, c'était une énergie qui a été très dure à comprendre et à canaliser quand j'étais très jeune. Et, euh, et au fil du temps, en essayant plein de trucs, en échouant plein de trucs, en trébuchant plein de fois et en me cassant la gueule un bon nombre de fois, bah au moins, à défaut d'avoir réussi ce que j'entreprenais, tu vois, j'ai appris à me comprendre et appris à comprendre qui j'étais, ce que j'aimais et quelle était ma mission de vie. Et aujourd'hui, bah ouais, effectivement, je pense que j'y vois plus clair, tu vois, sur ma mission. Je pense qu'on peut toujours encore la clarifier. Je pense que l'être humain est en permanente, tu vois, évolution. Euh, mais en tout cas, ouais, je pense que je me suis trouvé et on verra. Enfin, on essaiera d'en parler un petit peu. Ouais, tout à fait. Donc d'ailleurs, première question, tu as fait un petit peu déjà cette transition. Qui es-tu et d'où viens-tu, s'il te plaît, Bart? Alors qui je suis, ce qui me définirait le plus, je pense que bah ouais, effectivement, je suis un créateur, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, qui se définit par l'action, qui a besoin de faire des choses. J'arrive pas à rester en place. J'ai beaucoup de chance dans la vie parce que quand je regarde, j'aime beaucoup, je sais pas ce talk de Steve Jobs, ce qu'il a fait, tu vois, à Stanford. Et moi, il y a une phrase qui m'a énormément marqué et qui fait sens maintenant chez moi, c'est que on arrive à connecter les points que après coup. Et aujourd'hui, en fait, je me considère hyper chanceux parce que les points, tous les points se connectent, que ce soit les rencontres, que ce soit les opportunités, que ce soit les projets que j'ai pu faire. Et pourtant, si je regarde quelques années en arrière, c'était peut-être le chaos complet. Euh, bah, qui je suis ouais très ambitieux, chanceux. Je suis papa de deux petits garçons. J'ai eu des histoires de parentalité un petit peu originales parce que bon, on pourra en reparler, mais mon premier fils c'était un accident de voyage en Thaïlande et du coup j'ai été papa très très jeune avec une fille qui m'était quasiment inconnue en Thaïlande et c'est quelque chose que j'ai accepté et que aujourd'hui qui me rend très fier et très heureux. Et qu'est-ce que je fais bah, je suis passé par une école d'ingé et Tu puis arrives à ce vas-y. sujet-là, je l'avais pas, tu vois. Et ben voilà, bah, je te le dis. Tu arrives du coup à le voir régulièrement? Bah, cette année, comme tu t'en doutes, c'était une année très particulière. Mais depuis qu'il est né, je vais en Thaïlande entre deux et trois fois par an, souvent sur des voyages de 2-3 semaines. Lui aussi, il a le visa français, donc je peux le faire venir aussi. Maintenant, il a 7 ans, donc je lui ai acheté un téléphone. On a mis WhatsApp dessus et on peut s'appeler Ok. à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. D'ailleurs, je me lève souvent très tôt pour pouvoir l'avoir au téléphone quand moi c'est le matin. Euh, et euh, et ouais, on se voit beaucoup. Maintenant, tu vois, j'ai beaucoup de chance par rapport à la technologie. Tu vois, typiquement, si ça s'était arrivé peut-être il y a 10 ans, 15 ans en arrière, j'aurais peut-être beaucoup moins de contacts et ça serait beaucoup moins agréable. Et là, bah, aujourd'hui, tu vois, avec toutes les technologies, avec un téléphone qui coûte quasiment rien, tu peux installer WhatsApp et avoir de la vidéo. Donc ouais, moi en tout cas aujourd'hui, je suis très très heureux d'avoir cette relation-là et de pouvoir garder contact avec lui. Et j'espère pouvoir lui donner goût à la vie française et lui donner envie de venir le plus souvent possible pour qu'il puisse profiter de cette chance-là, parce qu'on se rend pas compte à quel point c'est une Oui, chance pour lui aussi. merveilleuse d'être européen, d'avoir un passeport européen. On se rend pas compte à quel point c'est une opportunité. On peut voyager dans quasiment tous les pays dans le monde sans avoir de problème et sans avoir besoin de payer un visa. Euh, la chance que c'est une chance que bah, plein d'autres concitoyens du monde n'ont pas et faut en profiter. Donc je vais essayer de transmettre ce goût du voyage et de transmettre cette curiosité à mon fils pour qu'il ait envie de venir en France, en Europe et pourquoi pas d'y faire ses études. Moi, ce que j'ai envie surtout, c'est de lui donner le choix.
et qu'il ait cette possibilité de faire le choix et cette envie de découvrir. Et si j'arrive à faire ça, je pense que ma mission de papa sera remplie, en tout cas ma mission de papa à distance. Ok, super. Il fait du sport Ouais, beaucoup, beaucoup. Ça comme vient. toi quand tu étais petit? Bah, et si tu veux, Pas comme toi tout le temps? alors il est thaïlandais et les Thaïlandais sont je les définirais pas comme feignants, mais ils ont pas les mêmes goûts du sport. Ils font beaucoup moins de sport que nous. Aussi parce qu'il fait très chaud, parce que tu vois, les notions de bien-être sont aussi des notions qui viennent dans une société une fois que le confort, que la sécurité est arrivé. Et, euh, et du coup, il n'y a pas une culture du sport aussi développée qu'il peut l'avoir en France ou comme il peut y avoir dans certains pays occidentaux. Mais à chaque fois qu'il me voit, on fait du sport ensemble. Tu vois, j'ai même inventé des petites séances de fitness que je peux faire avec lui où je l'utilise comme un poids, Oui. comme une charge. Donc oui, je fais des espèces de pompes en le portant. Je fais des squats avec lui Il sur mon adore. dos. Et il adore. Et il m'envoie des petites vidéos de ses entraînements où je lui ai acheté des petites haltères de 2 kilos et il fait des petites sessions de pompes, de Ah, squats super. et on se marre bien comme ça, quoi. Ça nous fait Du beaucoup coup, rire. vous échangez, vous parlez anglais? Ouais, Ouais. l'anglais est la langue officielle de la famille et du coup, j'échange anglais avec sa mère, j'échange anglais avec sa grand-mère aussi et avec lui, je parle anglais. Alors, je lui ai appris quelques petites chansons françaises comme Allez les Bleus ou comme ou comme la Marseillaise. Mais le français, ça viendra un petit peu plus tard. Moi, j'ai vraiment envie qu'il parle bien anglais parce que c'est surtout ça C'est aussi l'opportunité. un sacré passeport. Hmm. Ouais, exactement. Et puis c'est la langue de la famille. C'est comme ça qu'on arrive à parler tous les trois. Et du coup, c'est important qu'il l'ait. Et il sait que quand je lui parle français, c'est quand il est avec moi uniquement et quand c'est des moments privilégiés que j'ai avec lui. Et il sait que quand il parle thaï, bah, c'est avec sa famille thaï et quand Mhm. moi je suis pas là. Donc ça définit aussi un périmètre qui facilite l'apprentissage de la langue pour lui en tout cas. Ouais, super. Ouais, et du coup, alors, si on revient un petit peu en arrière, comment et pourquoi tu as été du coup à Bangkok pour tes études? Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? J'étais en école d'ingé et j'ai eu une super opportunité de partir un an en Thaïlande via un échange universitaire. Bon, je t'épargne les détails, mais en plus, c'était bien fait. C'était en partenariat avec une entreprise et je suis parti du coup avec 4 autres étudiants de mon école et c'était franchement c'était une merveilleuse aventure. J'avais pas du tout envie d'aller aux États-Unis ou d'aller en Europe et de suivre un petit peu le parcours classique que faisaient beaucoup d'autres de mes camarades de classe. Et je me suis dit, tiens, la Thaïlande, ça peut être cool, ça coûte pas cher. J'avais pas beaucoup d'argent en poche à ce moment-là. Et je me suis dit, ouais, ça va vraiment me faire sortir de ma zone de confort. Ça va vraiment être une culture différente, une civilisation différente. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je savais pas du tout ce que je voulais faire dans ma vie. J'avais pas de projet professionnel ou de projet étudiant hyper construit. J'étais complètement perdu pour ne rien te cacher. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant aller découvrir une culture, une civilisation que je connais pas. Et c'est comme ça que mon choix s'est Ok. détourné vers la Thaïlande. Et c'est pas du tout un choix que je regrette. Ça a été une année hyper intense et effectivement qui a abouti quelques jours avant mon retour en France à la rencontre de Praya et quelques mois après à la naissance de Nakin, du coup qui est mon fils. Donc Tu c'est étais là? Tu étais présent? pour Sa sa naissance? naissance. Non, Oui. j'étais pas là. Alors je suis revenu durant la grossesse. On a essayé de créer un couple à ce moment-là. C'était voilà, pareil, trop de chocs de culture, trop de chocs de responsabilité aussi parce que c'était tu vois, une rencontre d'un soir et du jour au lendemain, on devait devenir parents et essayer de créer une famille. Et je pense qu'on avait beaucoup trop de pression l'un comme l'autre sur nos épaules, parce qu'on Mhm. avait 22 ans pour remettre dans le contexte à ce moment-là. Et, dû à cette pression et dû à beaucoup d'incompréhension, on s'est très vite tourné vers la question de se dire, ok, on sera peut-être pas une famille comme les autres, mais on a tous les deux envie que notre fils soit heureux et on a tous les deux envie d'avoir de créer une famille, quoi, d'essayer de créer une équipe. Et, euh, et du coup,
Une équipe comme dans le sport. Ouais, exactement, exactement, et de pouvoir s'entraider. Et du coup, ça s'est fait de manière assez bienveillante. Alors, il y a eu beaucoup de moments très durs, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de communication, parfois un peu, parfois pas évidente, mais plus le temps passe et mieux, plus les communications sont fluides, plus on s'entend bien, plus l'équipe est soudée, plus on voit l'objectif commun de manière beaucoup plus concrète. Et en fait, finalement, quand c'est l'objectif commun, c'est un enfant, il y a beaucoup de réponses aux questions qui se dessinent de manière naturelle. Donc c'était plutôt chouette, quoi. Ça se fait plutôt bien. Ouais, super. Vraiment, merci pour tout ce partage et cette authenticité. Je sais pas si tu l'as déjà partagé ailleurs, mais Bah, écoute, la toute première fois, c'était peut-être un de mes déclics qui m'a donné vraiment envie de faire un podcast. C'était avec Fabrice Florent. Je sais pas si tu vois qui ouais, c'est. oui. Donc bon, il a plus, c'est un grand Hey, t'as monsieur des été sur médias. Histoire de Daron? Ouais, exactement. Ouais. Ouais, je l'ai pas écouté celui-là. Et ça s'est fait un petit peu par Mhm. hasard. En fait, j'écoutais son podcast à l'origine parce que je voyais peu mon fils et j'avais besoin de comprendre aussi la quête de sens de certains papas et je voulais me construire en tant que père. Et du coup, je suis tombé sur son podcast un peu par hasard. Parce que je suivais mademoiselle.com Ouais. de loin, parce que je trouvais que c'était une super référence média et que j'avais monté une petite boîte de médias, donc forcément pour moi c'était quelqu'un à suivre. Et quand il a lancé Histoire de Daron, j'ai écouté tout de suite. Et un soir, je lui ai envoyé un email en lui disant est-ce que tu pourrais pas aller raconter des histoires de papa un peu plus qui sortent un petit peu plus des sentiers battus? Et il m'a dit pourquoi, et je lui ai dit bah moi j'ai une aventure, je sais pas si je suis prêt à en parler, mais j'ai une histoire de papa qui est pas du tout comme celle que tu as reçue, et j'aimerais bien avoir des conseils de papa un peu plus expérimentés que moi, parce que je suis encore très jeune, parce que la paternité, c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi, mais sur lequel je suis vraiment en quête de sens, et je me cherche encore beaucoup. Et il m'a dit bah écoute, tu viens la semaine prochaine au studio, et j'ai répondu à toutes ces questions et je suis sorti de là mais complètement renversé. Et c'était ma première expérience vraiment de participation à un podcast. Et du coup voilà, c'est comme ça, et ça m'a donné envie moi Ouais, aussi de me lancer plus tard, quoi. Ah, Donc voilà. il y a il y a plein de points, évidemment, effectivement, qu'on relie à ce point-là. Ouais, exactement. Bah, tu vois, ça, c'en est un exemple, tu vois. Tu vois, peut-être que si j'avais pas rencontré Praya et qu'on n'avait pas eu Nakin, et que tu vois, on n'avait pas eu et ben peut-être que j'aurais jamais écouté l'histoire de Daron, et que j'aurais jamais rencontré Fabrice Florent, et peut-être que j'aurais jamais monté Extraterrien après. Donc, tu Ouais. vois, et aujourd'hui, Extraterrien, c'est le projet, je pense, qui me rend le plus épanoui. Donc, tu vois, comme quoi. Même si à l'époque, je t'avoue qu'à 22 ans, quand tu apprends que tu vas être papa avec une fille de bar en Thaïlande, j'étais vraiment chamboulé. Euh, tu vois, je te cache pas qu'après coup, ça vaut le coup de relier les points, et que je regrette pas du tout. Voilà. Et donc, du coup, quand tu étais jeune, tu voulais plutôt être sportif, tu voulais plutôt faire une carrière de sportif de haut niveau, et tu faisais quel sport? J'ai des parents hyper sportifs qui ont vraiment essayé de me donner goût à beaucoup beaucoup de sports différents. J'ai commencé par de la gym quand j'étais vraiment tout petit. Bon, c'était beaucoup plus de l'éveil que du sport à haut niveau. Ensuite, mon père a fait a été athlète élite en judo. Il a fait les championnats de France espoir. Il a été en équipe de France. Il a fait plusieurs stages et tout. Il m'a mis au judo aussi très jeune. Euh, et je pense que mes parents, aussi passionnés par Yannick Noah, et qui ont vu la victoire de leurs propres yeux de Yannick Noah à Roland-Garros, ils m'ont mis au tennis, et c'est le sport sur lequel j'ai le plus accroché. Donc j'en ai fait énormément jusqu'à mes 15 ans. Effectivement, j'étais dans un cursus aménagé pour pouvoir faire le maximum de tennis possible. Donc, je m'entraînais 6 fois par semaine. C'était vraiment intense, c'était vraiment une passion, et j'ai complètement craqué du tennis entre 15 et 16 ans. Je sais plus exactement, mais
J'en pouvais plus du tout. Trop de pression, trop de... Ouais, exactement. Un peu comme André Agassi, quoi. Ouais, peut-être. Ouais. Je pense que mon père s'impliquait énormément pour là-dedans et j'avais beaucoup de pression. Et puis en fait, le tennis, c'est un sport de duel et c'est un sport très très ingrat. Très compète. Ouais, très compète, très ingrat, très solitaire. Et pourquoi je dis que c'est ingrat, c'est parce que tu peux très mal jouer et gagner des matchs. Et tu peux jouer le meilleur tennis de ta vie et perdre. Et perdre. Et ça, c'est très dur pour l'ego et c'est très dur, je trouve, pour la construction d'un enfant. Et aussi, en fait, tu es vraiment dans le duel, quoi. Ton but, c'est pas forcément de jouer mieux que l'autre. Ton but, c'est de battre l'autre. Et il faut savoir être fourbe. Il faut savoir jouer. C'est très psychologique. Ouais, exactement. Et moi, j'étais, je pense, un gamin qui aimait le jeu, qui aimait le plaisir et qui aimait pas forcément battre l'autre, qui avait pas envie d'être dans le conflit. Voilà. Et du coup, je suis sorti de ça et je me suis mis à faire du rugby et l'esprit d'équipe. Là, je me suis vraiment retrouvé dans ce que j'aimais dans l'équipe. le sport. Ouais, exactement. Et en plus, tu sais, t'as une mentalité dans le rugby qui est hyper particulière, quoi. Tu tombes par terre, t'as du mal à te relever, tes coéquipiers te relèvent et te disent, on a besoin de toi, reviens sur le terrain. Et cette espèce de solidarité, d'esprit d'entraide, c'est ça, vraiment ça qui me correspondait. Donc aujourd'hui, je joue plus parce que j'ai mal partout. Donc donc j'ai fait du triathlon, de la course à pied. J'ai fait beaucoup de triathlon. Ouais, j'ai fait plusieurs marathons, plusieurs triathlons longue distance. Et aujourd'hui, je fais plutôt de l'entretien et de la préparation physique. Et je le fais avec des amis 2-3 fois par semaine, tu vois, où je leur organise une petite séance de coaching. Alors je fais pas le coach, mais je donne la séance un peu à tout le monde et puis on fait du sport ensemble et c'est surtout pour me sentir bien, libérer les hormones, libérer toute l'énergie et pour pouvoir rigoler entre copains, quoi. C'est surtout ça aujourd'hui le sport pour moi. Et t'as grandi sur Paris ? Ouais, exactement. Mes parents sont parisiens. Je suis né à Paris. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont fans de voyage. Donc, je pense que avant mes 20 ans, j'ai dû visiter une trentaine de pays dans le monde grâce à eux. Et du coup, j'adore ça, quoi. Ça fait partie vraiment des fondamentaux de ma vie aujourd'hui. C'est découvrir des cultures, découvrir des régions, découvrir des façons de penser, aller à la rencontre des gens. C'est quelque chose vraiment qui fait partie de mon identité et de mes piliers. Et ça a été, on en parlait juste avant. C'est quelque chose c'est une année qui a été assez dure pour moi. À la fois à cause de ma deuxième paternité, on pourra en parler. Mon fils qui est né le jour du début du premier confinement, le 17 mars, donc le lendemain de l'annonce présidentielle. Le lendemain de l'annonce présidentielle, on était dans la Toyota IQ en train d'aller à la maternité et quelques heures plus tard, Solal était né. Et donc ça a été une année où j'ai pu très très peu voyager et très peu bouger. Et je t'avoue que j'ai vraiment la bougeotte et heureusement que j'ai des projets sympas et notamment le podcast qui me permettent un peu de voyager au moins spirituellement et émotionnellement. On se ressemble pas mal là-dessus et moi je suis devenu papa entre les deux confinements, on va dire. Et donc pareil, heureusement qu'on a pu se concentrer sur ces nouvelles aventures pour un petit peu débrancher le côté voyage, mouvement et parce que bon, ça occupe clairement, quoi. Ouais, c'est clair. Ça canalise ton énergie et ton attention. Il y a aucun doute là-dessus. Ouais, mais c'est une nouvelle aventure. C'est vraiment une nouvelle aventure. J'ai jamais autant appris sur moi que cette année. Donc c'est très beau et c'est un mal pour un bien. Si je peux moins voyager, je prends aussi beaucoup de plaisir pour cette nouvelle aventure. C'est clair. Si on revient du coup juste après Bangkok, donc tu finis tes études, tu lances tout de suite une société dans les médias ? Alors oui et non. En fait non, donc je rentre de Bangkok, j'avais besoin d'un job, j'avais plus un sou sur mon compte en banque, tout était parti en voyage et il fallait absolument que je travaille et du coup j'ai trouvé un job dans une agence web et qui s'appelle Full Six et j'ai eu la chance de rencontrer un super manager qui s'appelait Gaston. Alors
je reportais pas directement à lui, mais en tout cas, enfin, j'ai rencontré plein d'autres gens brillants. Je pense à Xavier, je pense à Fabien, je pense à Melvin, je pense voilà à plein de à Stéphane, à Julien. Enfin bref, je les mentionne tous parce que si jamais ils écoutent, vraiment, ils m'ont énormément apporté, ils m'ont fait grandir quoi. J'étais un gamin dans ma tête et ils m'ont appris ce que c'était que le monde professionnel. Et et en parallèle de ça, j'avais vraiment envie d'entreprendre. C'était un peu l'arrivée, tu vois, ça c'était en 2012-2013, donc c'était l'arrivée. C'est la deuxième édition de tu vois de la semaine de 4 heures. Il commençait à y avoir YouTube, il y avait des infopreneurs et je The tombais. Family. Ouais, exactement, The Family aussi, et donc il y avait toute une vague de contenu qui arrivait et qui était hyper inspirante. Et du coup, avec un copain en parallèle de ce job, on a monté quelques blogs, tu vois, autour de la santé, du fitness et tout, et on commençait à Mes faire. abdominaux. Ouais, Ça là. exactement, Ok. mesabdominaux.com, c'était le tout premier historiquement. Incroyable. Donc on a lancé plein de sites internet après ensemble, mais on lançait ça un petit peu à côté pour rigoler, essayer de faire un peu d'argent avec AdSense, essayer de trouver des sources de revenus et comprendre comment ça marchait. Et donc ça a duré un peu plus de 2 ans, ouais, 2 ans et demi, où du coup je travaillais sur des petits projets à côté et en même temps chez Full Six, et jusqu'au jour où en fait ça me démangeait trop tout simplement de Ta pas être à liberté. fond. Ouais, non, de pas être à fond sur un projet. En fait, c'est hyper Ouais. dur d'avoir notamment Mm. quand tu es jeune. Bon, je pense qu'avec quand tu mûris un peu et que tu arrives un peu mieux à t'organiser, mais je pense que t'as peut-être dû le vivre aussi. C'est beaucoup plus facile de segmenter un peu et de compartimenter, d'avoir plusieurs activités au sein d'une même activité, on va dire. Euh, et, et du coup, ouais, j'avais tellement T'avais envie de me besoin lancer. d'un focus. Ouais, exactement. J'avais besoin d'être à fond. Et donc, tu as choisi ce focus Ouais. et tu t'es parti de Full Six. Ouais, exactement. Je suis parti de Full Six, ça s'est super bien passé. Ils ont été hyper compréhensifs par rapport à cette envie, et du coup ils m'ont laissé partir avec la super opportunité de pouvoir avoir une rupture conventionnelle et de pouvoir non plus ne pas me jeter dans le vide. En plus, on commençait à avoir des revenus intéressants sur les blogs et tout. Donc je partais pas, je sautais pas de l'avion sans parachute. Donc et avec du coup ce copain Léo, on s'est retrouvés presque du jour au lendemain tous les deux. Lui il revenait d'Australie, dans lequel pareil il avait un job dans une agence web, une agence SEO, et du coup du jour au lendemain on s'est retrouvés dans mon canapé avec face à la feuille blanche, enfin face à la feuille blanche peut-être pas, mais en tout cas avec nos petits sites internet, l'envie un peu de conquérir le monde et de pas forcément retrouver le chemin du salariat. Et 24 heures par jour à dédier à fond ouais, dans tes exactement. projets. Et c'était un super copain, et tous les deux, je sais qu'à l'époque, on flippait, toi, on n'avait pas du tout une culture entrepreneuriale. Nos parents sont pas du tout entrepreneurs. Il y avait tout ce contenu qui arrivait. On voyait ces gens qui réussissaient, et on se disait, mais nous aussi, on peut le faire, on peut le faire. Il faut juste qu'on y arrive, et si on bosse assez dur, on y arrivera. Et voilà, et c'est comme ça que c'est parti. Et au début, voilà, ça commence dans un salon, à manger des pâtes le midi, à terminer jusqu'à 23 heures, à célébrer des mini victoires, et à galérer quoi. C'est surtout plein d'instants de doute qu'on avait, parce que nous ça a mis du temps avant de décoller nos activités. Et du coup on montait des sites internet, on créait du contenu dessus, et le but c'était que ce contenu soit visible en SEO, et que derrière on puisse euh, on puisse euh, on puisse le monétiser avec de la pub. On a essayé plein de choses aussi. On a essayé de lancer des produits physiques. Tu vois, on voulait vendre, un peu comme Timothy Ferris, des La compléments muse. alimentaires. Ouais, exactement. On a essayé de créer plein de muses, on essayé de vendre des compléments alimentaires. On a essayé de vendre des programmes minceurs, des programmes de formation. On a fait de l'affiliation, on a fait des comparateurs. On essayait de sortir des sites internet le plus souvent possible, et de tester des business models le plus souvent possible. Et au bout d'un moment, ça a commencé à popper quoi. Ça a commencé à marcher. Certains sites commençaient à avoir beaucoup de trafic, ça se monétisait super bien. On était contacté par plein d'annonceurs. Il y a des produits de formation qui commençaient aussi un peu à décoller et qui commençaient à marcher. Et
Donc là, on est en 2014, 2015. Ouais, exactement, ouais. 2014-2015, et on commence à faire des revenus. On est encore tout seul, on s'entoure pas du tout à ce moment-là. Et, et c'était Et c'est quoi les revenus, le chiffre d'affaires? C'est quelques dizaines de milliers d'euros chaque mois ou quelques milliers ou... ouais, c'est ça. On pouvait commencer à se verser, à se verser se verser un petit Un salaire. salaire tous les deux? Ouais. On pouvait prendre aussi. On commençait à pouvoir déléguer à quelques freelances. Tu vois, ça a jamais été un énorme succès, tu vois, ces business-là, mais au moins, nous, notre, euh, notre premier objectif, c'était d'apprendre à faire de Oui, l'argent et de découvrir plein de business models et de les tester et de pouvoir les sur le approuver. digital, Ouais, comprendre exactement. comment ça marchait, Ouais, exactement. tous les écosystèmes et les équilibres, ouais, toutes les techniques, tu en parles beaucoup et c'est aussi un point qui se relie aujourd'hui. Tu essayes de faire un petit peu de gros hacking, mais gros hacking humain, je pense, avec quand même du sens pour extraterrien, justement. Ouais, ouais. Après coup, bah, si tu veux, à l'époque, c'était C'est aussi comme de. ça que ça marchait. Ouais, 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 exactement. C'était comme ça que ça marchait. On voulait tenter. Dès qu'on entendait un business model, on l'essayait et on était curieux, quoi. Et je t'avoue que tu vois, les jours où tu fais tes premiers euros, le jour où tu te fais ton premier salaire, où tu signes un premier gros contrat et tout, c'est magique, quoi. Et tu vis euh, une excitation sensationnelle, quoi. Nous, c'était dingue, quoi. On était là, mais ouais, on va peut-être un jour pouvoir être entrepreneur, on va peut-être un jour pouvoir recruter des gens. On sera peut-être jamais salarié de notre vie. Enfin, nous, ça nous faisait rêver, quoi. On se disait, ben, on voulait beaucoup être nomade digital aussi à l'époque, parce que je pense qu'on était jeunes, on avait encore très envie de voyager, et, euh, et, euh, et on avait cette soif de liberté qui était folle. Et à l'époque, je t'avoue qu'on cherchait pas nécessairement à avoir de l'impact, et on était même après coup, on a même, tu vois. On a même tenté des business models parfois un peu shady, tu vois, où on regardait, on s'était intéressé un peu à l'univers du porno et du sexe pour voir comment. On n'a jamais rien lancé, mais juste on s'y intéressait pour voir pour voir qu'est-ce qui existait dans l'écosystème et tout. On s'est dit, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui deviennent millionnaires avec Milliardaire. ça, tu vois, ça nous faisait rire. Et je pense ce jour où on a pu avoir cette sécurité de se dire ok, on peut se verser quelque chose, on peut vivre, on a un minimum de sécurité, on a 3-4 mois devant nous. Et ben c'est à ce moment-là que peut-être moi en tout cas, peut-être moins pour Léo, mais moi j'ai eu cette recherche ouais d'impact, tu vois, et de me dire quelle est ma mission à moi de vie et comment est-ce que je peux aider les autres et comment est-ce que je peux avoir créé un cercle vertueux pour la société. Euh, et c'est à ce moment-là ouais Où que il y a eu arrêt de cette activité et toi, tu as pris un petit peu plus une voie différente? non, on l'a toujours continué Non, et pas on l'a encore. encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une activité qui est sous gestion, tu vois, sur lequel on a automatisé énormément de choses. Et aujourd'hui, pour le coup, je peux te dire, c'est une muse à proprement parler. Donc peut-être pour tes auditeurs qui savent pas ce que c'est qu'une muse, c'est l'idée d'avoir un Oui, business en ligne très automatisé et qui génère des revenus de façon un peu passive ou automatique, ou en tout cas avec un moindre effort. Alors ça fait rêver hein, sur le papier, mais c'est énormément de travail au début en mise en place et beaucoup de tests, apprendre beaucoup, notamment quand on part de rien. Il faut pas croire que l'argent tombe du ciel, ça demande beaucoup d'efforts au début. En tout cas, quand on n'a pas d'expérience, je pense que maintenant, après coup, si je devais recommencer, je pourrais relancer des petites muses et plus rapidement. ouais, plus rapidement, plus efficacement. Mais en tout cas, comment dire, c'est un accélérateur de connaissances qui est incroyable parce que tu cherches une idée de business, tu la testes. Dès qu'il y a un truc qui prend, t'appuies sur l'accélérateur, donc J'améliore. t'investis. Et une fois que tu vois que ça marche bien, hop, t'optimises et tu délègues. Donc tu passes un peu par plein de petites phases qui sont nécessaires un peu à la vie de l'entrepreneur et à la vie du créateur. Moi, je regrette pas du tout. C'était des études accélérées à l'entrepreneuriat. Mais non, ouais, à ce moment-là, je voulais monter quelque chose de. Hein, pardon? Ouais, ouais, du coup, je revenais. Comment tu passes peut-être
à la seconde aventure, on va dire, entrepreneuriale? Ouais, je voulais monter quelque chose de plus gros, de plus ambitieux, et je sentais surtout que qu'on n'était pas du tout connecté. On consommait du contenu, on était sur quelques comment dire communautés en ligne, mais on n'était pas très actifs dessus. Hmm. On était vraiment très isolés, et à ce moment-là, je me suis dit j'ai besoin de me connecter. Et du coup, je vois toutes ces communautés qui popaient. Il y avait Nooma, il y avait The Family, il y avait aussi des communautés actives dans des écoles de commerce. Et du coup, on commence à essayer de se connecter à plein d'écosystèmes. Et, euh, et un jour, on me propose de rejoindre un cursus entrepreneurial à l'ESCP. Et en fait, il s'avère que dans mon école d'ingé, il y avait plusieurs copains qui l'avaient fait avant, et qui avaient monté des super boîtes après. Donc tu reprends tes études? Ouais, Enfin, plus ou moins, ouais. études et pratiques, les mains dans le cambouis, pour un projet entrepreneurial, c'est ça? Ouais, exactement. L'idée de ce cursus-là, c'est de prendre 30 personnes, de les mettre ensemble pendant 6 mois et de leur faire monter plein de business ensemble. Donc, et de voir un petit peu ce qu'il en sort. Et donc, je le fais. Et Léo d'ailleurs me suit. Il me dit, ouais, écoute, ça a l'air sympa. Moi aussi, j'ai besoin d'un nouveau truc. On était persuadés qu'on allait remonter quelque chose ensemble à l'issue de ce programme. Bon, l'avenir en a été différent, et c'est peut-être je regrette de peut-être de pas l'avoir embarqué, parce que Léo, c'est quelqu'un avec qui en tant qu'associé, on fonctionne super bien, quoi. Et on s'est peut-être pas Il y aura laissé peut-être de. d'autres projets. Ouais, il y aura sûrement d'autres projets plus tard. Après, on a des trajectoires différentes aussi, mais avec qui, tu vois, on s'est jamais pris le chou. On a toujours résolu tous les problèmes de manière hyper fluide, et du coup, ouais, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais entreprendre encore une fois plus tard. Et il le sait, hein, de toute façon, on en parle souvent. C'est tout le temps au téléphone, vu qu'on a encore une boîte ensemble. Mais et du coup, ouais, on fait ce programme-là, on tente plein d'idées de business avec plein de gens, et je rencontre Antoine, du coup, qui lui a débordé d'envie de révolutionner l'univers de la rencontre. Il avait déjà euh, il avait déjà un peu construit. Il avait déjà noté plein d'idées sur des bouts de papier, et il est venu me voir en me disant, bah toi tu connais bien le web, t'as déjà monté un business qui tourne sur internet, tu t'es informé sur tous les business models qui existaient dans ce domaine-là. Est-ce que ça te dit, on travaille ensemble sur le sujet? Et c'est comme ça qu'on est parti. Et moi, je lui avais dit, écoute, c'est pas forcément le milieu qui m'intéresse le plus, le dating, mais je lui dis, si jamais il y a un problème, moi ça peut m'intéresser, parce que je suis pas un gros consommateur de tout ce qui est application de rencontre et site de rencontre, euh, mais euh, mais je sens qu'il y a un problème dessus, et s'il y a un problème à résoudre, ça pourrait être chouette de bosser dessus. Et il a fait du coup, lui, plein d'espèces de landing page qu'il a partagé un petit peu autour de lui. Et une fois, il y a une des landing pages qui a été repartagée par un magazine qui s'appelait Merci Alfred, qui est un gros magazine un peu de bon plan parisien. Voilà, c'est Et pour le là, ça 30. a craqué le truc. Et là, ouais, un matin, on se lève et j'ouvre ma boîte mail, et sur une des landing pages qu'il y avait, on avait fait des centaines de ventes, mais en l'espace de quelques heures, et des dizaines de milliers de visites sur le site internet. Et, et là, on se dit, ok, bah ouais, il y a un truc. Et c'était plein d'hommes célibataires, en fait, qui souhaitaient qu'on leur aide à organiser leur rendez-vous galant. Et c'est comme ça que c'est parti. Et du coup, on avait voilà, plusieurs centaines de garçons qui avaient payé, qui avaient laissé leurs coordonnées pour que on leur organise des rendez-vous, quoi. Et du coup, c'est parti comme ça, quoi. Et du coup, on a appelé tous nos copains, nos copines. On a Et aussi. surtout les copines, parce que vous aviez les potes. Ouais, exactement, ouais, exactement. Et du coup, un petit peu pour toucher plus de gens, on a on a organisé des focus group avec des femmes pour leur demander
quel serait leur site de rencontre idéal et quel serait leur rendez-vous idéal. Et ça nous a permis d'être en relation avec plein d'utilisatrices de sites de rencontre qui nous faisaient un petit peu leur retour, qui nous expliquaaient un peu comment elles les utilisaient. Comment vous avez organisé ces groupes? Vous communiquez sur vos réseaux, vous faisiez des appels à retour d'expérience, quoi? Ouais, il y avait un peu de tout. Vu qu'on était dans le réseau de l'ESCP, on a profité Ouais. du réseau de l'ESCP. On organisait des meet-up, il y avait des gens qui venaient. On organisait des dîners aussi chez nous et on disait viens avec des gens qu'on connaît pas aussi. On essayait vraiment, on en faisait 2 ou 3 par semaine. Enfin, c'était hyper intense. À la chaîne pour Ouais, maximum récolter de la data et du. Ouais, exactement, pour essayer de comprendre quel était les fameux pain points et quelles étaient les frictions et aussi pour avoir des contacts, quoi. Et petit à petit, il y a plein de points qu'on commençait à se connecter. Et on s'est dit pourquoi pas organiser des rendez-vous galants nous-mêmes, quoi. Et on s'est dit pourquoi pas être une sorte d'agence matrimoniale, hein, et on va organiser des super rendez-vous. Et on a du coup on a pris on a proposé l'idée, quelques utilisateurs nous ont dit oui et ils se sont dit ok, moi je vous aime bien, vous avez l'air sympa. Donc là, par rapport à la promesse de cette landing page, ça avait déjà un petit peu changé. Ouais, complètement. Et par rapport à un Tinder, c'est pas l'algorithme qui faisait le matching. Non, c'était nous. On Au avait un début, fichier Excel. c'était vous. Ouais, on avait un fichier Excel avec la fonction filtre et on faisait du tri comme ça, quoi. Et on passait, tu vois, on appelait les utilisateurs on appelait ces hommes et ces femmes, tu vois, on passait une demi-heure au téléphone avec eux, on leur disait mais qu'est-ce que t'aimes dans la vie, comment est-ce que tu te présenterais, quels sont les points que tu as envie qu'on mette en avant sur toi, quel type de partenaire tu cherches, et vraiment, et on a fait ça des centaines et des centaines de fois. Et on alimentait notre fichier Excel et on avait une fonction filtre et on faisait des recherches comme ça et on faisait du matching comme ça à la main, et on appelait les utilisateurs un par un pour leur dire au fait j'ai peut-être trouvé quelqu'un pour toi, est-ce que ça t'intéresse, voilà. Au début on faisait des rendez-vous à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on n'envoyait même pas les photos Oui, ok. et on n'envoyait même pas les photos et on envoyait juste des petites fiches profil et tout. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait les photos à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie. Donc, si tu avais envie de faire un rendez-vous avec nous, je te disais voilà, ok, passe-moi le numéro de ton meilleur ami et je lui enverrai la photo de la personne que j'ai envie de te présenter. Et voilà, et c'est comme ça que c'est comme ça que c'est parti, quoi. On a fait nos premiers rendez-vous, on faisait ça dans des lieux hyper romantiques. On choisissait nos lieux vraiment avec beaucoup de finesse et on s'est pris au jeu, on réservait des tables dans des bars, on prévenait les barman en leur disant de faire des petites attentions et ça a plu, quoi. Et ça a plu et je pense donc c'était les mecs qui payaient, pas les nanas, si? Bon, écoute, il n'y avait pas vraiment de stratégie. L'idée, c'était surtout de faire des rendez-vous, de se faire un petit peu connaître. Alors, il y avait effectivement cette opportunité avec Merci Alfred où il s'avère que beaucoup d'hommes avaient payé le service en amont et qu'ensuite il fallait qu'on le délivre, avec Oui, mais tant bien que mal. ce prix du coup payé, c'était peut-être pas tout à fait en rapport avec l'expérience incroyable que vous mettiez en place. Ouais, c'était pas corrélé. La proposition de valeur, c'était on organise des rendez-vous galants pour toi. Et c'était hyper flou. En fait, même avec le recul, je me demande, mais comment ça a fait pour marcher? Comment des hommes ont pu se dire, ok, il y avait rien sur la landing page, quoi. Il devait y avoir 3 paragraphes. On organise des super rendez-vous. On va Oui, mais trouver attends, des super. quand t'es en galère et quand t'es jeune, t'es prêt à. Beaucoup de mecs sont prêts et puis il y avait cette génération et cette généralité des applications de dating. Donc bon, l'éducation avait déjà, à mon avis, été un petit peu faite. Ouais, carrément. Ouais. Je pense que
il y avait un momentum par rapport à ça, que ça soit Tinder ou les autres applications, et elles étaient vraiment présentes en France, et du coup il y avait beaucoup de curieux, et comme on était recommandé par un média d'autorité, tu vois, il y avait beaucoup de gens curieux qui nous ont fait confiance, et et franchement je les remercierai jamais autant, hein, toutes ces personnes qui se sont inscrits soit à la newsletter ou même qu'on payé le service. On s'est dit, enfin, c'est grâce à eux que ça a pu commencer. Et si ça avait jamais popé comme ça, même vis-à-vis de Merci Alfred, tu vois, typiquement, s'ils n'avaient pas été là, je pense qu'on n'aurait jamais lancé le service tel qu'il est maintenant. Donc ça a été une opportunité. Et en tout cas, nous, on se marrait bien, on organisait des rendez-vous, et il s'avère que on a eu beaucoup de chance, puisque parmi les premiers rendez-vous qu'on a fait, il y a eu plein de on a eu plein de bons retours, tu vois, de gens qui nous disaient c'était un moment incroyable, c'était vraiment une expérience en rendez-vous à l'aveugle qui était hyper chouette, dans un cadre idyllique. Puis vous nous traitiez aux petits oignons, il y avait un espèce de petit stress, tu vois, parce Ouais. qu'on était jusqu'à la dernière minute, tu vois, avec certains clients ou utilisateurs, tu vois, on était jusqu'à la dernière minute avant le rendez-vous avec eux au téléphone. Genre, ah, je trouve pas le bar, où est-ce qu'il est, tu vois, Ah, et c'est bon, je pense que je l'aperçois. Bon, je raccroche. et c'est exactement, tu vois, c'était vraiment ça, quoi. Euh, alors avec aussi à l'inverse des petits déboires, tu vois, on a eu, tu vois, alors je sais plus au bout de combien de rendez-vous ça nous est arrivé, mais tu vois, on a eu un no-show, tu vois, par exemple. Et et du coup, la personne qui t'appelle en te disant, qui te hurle dessus en disant, la personne s'est pas pointée, je suis hyper déçu, Abricot, vous avez pas géré du tout et tout. Enfin, Et euh, donc, ouais, à ce moment-là, ça s'appelait Abricot. ouais, on avait Euh, tenté le nom. et, Ouais. et, et pourquoi et quel est l'univers un petit peu qui se construisait? Et du coup, vous vouliez faire un petit peu après, vous vouliez mettre de la techno. Ouais, l'idée c'était effectivement, on savait pas du tout vers où on allait, mais en tout cas, une chose qui était sûre, c'était que avec Antoine, on était des doueurs, et qu'on avait besoin de comprendre les choses, et qu'on avait besoin de les faire à la main nous-mêmes avant de pouvoir tenter d'autres choses. Et on se voyait pas du tout ressortir une application comme ça de terre sans qu'on n'ait pas nous-mêmes, tu vois, été au contact des utilisateurs, qu'on n'ait pas nous-mêmes essayé d'organiser des rendez-vous, tant qu'on les ait pas appelés, tant qu'on les connaisse pas sur le bout des doigts. C'était pas du tout notre manière de faire, et du coup c'est pour ça qu'on voulait vraiment faire les choses à la main. Au début on se disait, on s'est beaucoup présenté comme une agence matrimoniale de 2.0, parce qu'on aimait bien le côté un peu artisan, le côté humain, le côté agence aussi. Euh, on trouvait ça très noble, Mhm. et du coup c'est comme ça qu'on a commencé. Abricot, c'est sorti de la tête d'Antoine, il l'avait, je pense, depuis longtemps en tête. Il y avait un peu le côté, je pense qu'il y avait le côté un peu fruité, il y avait le côté coquin, il y avait le côté un peu mystérieux, il y avait un côté aussi très très féministe aussi, peut-être qu'on a mis du temps à s'avouer aussi, mais qui était de dire, ok, peut-être que le meilleur moyen en fait d'être féministe pour des hommes, ça serait je sais pas, de trouver un mot, ça serait même encore aujourd'hui, j'ai du mal à le formuler. Je pense qu'il faudrait demander à Antoine comment est-ce qu'il le formule. Mais voilà, je sais pas, le nom a popé, et on s'est dit, tiens, ça sonne bien. Il y a plein de second sens, parfois coquin, parfois sérieux, parfois nous on lui donnait plein de sens à ce nom-là, et du coup c'est comme ça que c'est apparu, et on l'a jamais quitté, parce que ça sonnait bien et que les gens s'en souvenaient, quoi. Ok. Et donc là, à ce moment-là, donc en fait, on comprend euh, que au début, ça entre guillemets, ça vous a échappé. Vous étiez dans ce programme incubateur. Et à quel moment, s'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, bon, on va monter une boîte ensemble, on va s'associer et on se lance. Bah, le but de ce programme, c'était vraiment de monter des boîtes. Donc, on savait que si ça matchait bien entre nous, et que si on s'amusait dans l'expérience, et qu'il y avait un début de traction, on savait sur quoi ça allait aboutir. Donc, on a eu très vite des conversations sur l'association, sur nos rôles. On
l'histoire montre qu'on n'a pas été assez en détail et pas assez en profondeur sur beaucoup de sujets. Mais très très vite, l'idée c'était de monter une boîte et on avait tous les deux beaucoup d'ambition et on avait tous les deux envie de se lancer. Et du coup, Antoine m'a très vite présenté à JD, qui a été le troisième associé d'Abrico et qui était le CTO, quoi. Donc Ouais. qui Dev. ouais, exactement, ouais, qui était le développeur. Et donc on a tout de suite pensé à une vision un peu techno, un peu data. Donc au début, on s'est construit un peu un back office personnalisé. On développait des petits outils pour organiser des rendez-vous, soit avec plus de précision, soit plus rapidement. Donc l'idée, elle était là, quoi. L'objectif commun, il était assez clair. Et du coup, on est sorti de là et on avait Donc là, on est en 2000... on est en 2016 exactement, ouais. 2016. Ouais, 2016. 2016 et courant de 2017, on savait qu'on allait monter une boîte. On monte la boîte, on commence à avoir pas mal de petites. Enfin, il y avait une petite traction utilisateur avec beaucoup de bouche à oreille qui venaient à nous. Donc, on a essayé de se professionnaliser. Il y avait de plus en plus de clients. Dès qu'on faisait des petites campagnes marketing, ça marchait bien et tout. Et on se rend compte assez vite que bien que moi j'ai toujours des sources de revenus avec mon ancienne boîte, on se rend compte que bah, il faut qu'on arrive à financer des développements, qu'on arrive à financer un peu de marketing, et on se rend compte du coup qu'il faut qu'on lève un petit peu d'argent. Du coup, Antoine s'occupe de faire une première levée de fonds de pas beaucoup, c'était à peu près 100 000 euros pour te donner un ordre de grandeur. Et du coup, on est allé chercher un peu dans notre premier réseau et dans le réseau un petit peu qu'on avait autour de nous via les La différents Love écosystèmes Money. entrepreneuriales, ouais, qu'on voyait, de la Love Money, de Smart Money aussi, tu vois, d'aller chercher Ouais. des gens qui s'y connaissaient un peu. Donc, on s'entoure, tu vois, notamment de l'ancien directeur marketing de Adopte un mec. On s'entoure de plusieurs monsieur qui travaillent en fonds d'investissement et qui investissent en perso. On s'entoure d'autres entrepreneurs qui étaient passionnés par le B2C. Et, et on trouve en gros 10 investisseurs qui acceptent de mettre un ticket de 10K pour nous accompagner, quoi. Et du coup, l'aventure démarre vraiment à ce moment-là. On se prend des petits bureaux, on commence à recruter quelques stagiaires aussi pour pouvoir nous accompagner. Et l'aventure est Et lancée. donc vous êtes trois cofondateurs à part égale, Ouais, exactement. et vous avez quand même fait un petit pacte d'associés. Ouais, on fait un premier pacte au moment de la création de la boîte. On en fait un deuxième pacte 9 La mois plus levée. tard au moment avec la levée. Et on était assez clair là-dessus, effectivement, sur les objectifs. En tout cas, on le pensait. Et puis, et donc on continue, on avance bien. Tu vois, on rejoint d'autres structures d'accompagnement, tu vois, on passe par School Lab, on rejoint aussi le réseau de The Family, on, on est en pleine effervescence, tu vois, on essaie de vraiment de craquer le truc du marketing, on sent qu'il y a beaucoup de choses, on crée beaucoup de contenu, on essaye de se faire inviter à droite à gauche pour parler un petit peu du concept, on crée vraiment une vision où il y avait une vision un peu rebelle, où on se dit mais en fait si vous êtes sur les autres services de rencontre, c'est que vous êtes les produits et nous on n'a pas envie que vous soyez les produits. On essaye d'apporter voilà une touche d'humanité, une touche de féminisme aussi dans tout ça, et on essaye de craquer le truc. Ça a jamais explosé d'un coup comme D'accord, ça, ok. mais ouais. Donc ça a jamais fait le truc waouh comme d'autres applications qui l'ont trouvé. Et du coup, ça crée des tensions entre vous. Qu'est-ce qui fait que, du coup, on connaît un petit peu l'histoire aujourd'hui. Il y a eu séparation, il y a eu tension. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a mis en place? Plusieurs choses. Je pense que c'est tu vois que c'est plusieurs mauvais ingrédients qui qui ont apparu un peu au même moment. Je pense qu'il y avait déjà en termes de relations humaines, ça faisait un peu plus de 2 ans qu'on bossait, Antoine, JD et moi sur le projet. Il y a eu il y avait le fait aussi que effectivement au niveau de la croissance utilisateur, il n'y a jamais eu de courbe exponentielle avec une explosion où le bouche à oreille s'emballait et, euh, et là avec une vraie traction. Il n'y a jamais eu ça. Alors ça, il y a eu plein
il y a eu plein comment dire, de signes ultra positifs, mais il n'y a Mhm. jamais eu la courbe complètement folle qu'on peut connaître, ouais, effectivement, comme tu le disais, sur d'autres applications B2C. Euh, il y a eu ça, il y a eu le fait que à peu près un an après la levée de fonds, on commence à être vraiment short of cash. On n'arrivait pas du tout à monétiser le service. On avait testé plein de choses. On avait testé une conciergerie, on avait testé de la formation pour aider aux hommes et aux femmes à faire mieux leur profil. On essayait de faire payer le rendez-vous, on essayait de faire payer des abonnements et on n'arrivait pas du tout en fait à le monétiser. Alors après coup, ça me semble normal parce qu'il faut avoir vraiment pour avoir beaucoup étudié l'univers du dating, il faut une très très grosse masse critique et il faut vraiment avoir une base utilisateur très solide et accepter qu'en fait il y en ait que 1 ou 2% qui vont payer. Euh, Comme Mythique et toute Sur l'aventure de Mythic, Marc je me Simoncini. demande si le service gratuit est vraiment utilisable. Je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé le service, mais Je sais plus, hein, mais effectivement, c'est eux qui ont un petit peu défriché ouais. toute cette activité et je sais même pas s'ils faisaient pas payer uniquement les mecs. Pendant Bon, très enfin longtemps, bon. si. La vision de Marc Simoncini au début, c'était de faire payer uniquement les mecs, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc il y a eu Adopte un mec aussi qui a été dans le même style, voilà, entièrement gratuit pour les filles et qui a eu un super momentum. Et après le vrai début du modèle freemium, je pense c'est Tinder, tu vois, avec l'application gratuite qui permettait quand même d'avoir énormément de valeur ajoutée, de rencontrer plein de gens. Pour les hommes et pour les femmes, et du coup avec tous ces nouveaux modèles d'app freemium, en fait, si tu voulais te faire une place, il fallait avoir un modèle qui soit similaire. Enfin, je pense, j'aime pas dire il faut que ou il fallait que, Oui. mais en tout cas tous les autres le faisaient et tous les autres avaient ce modèle-là qui permettait d'avoir des grosses bases d'utilisateurs, d'investir énormément en marketing pour avoir cette base et derrière de pouvoir la monétiser avec une petite partie de la communauté. Tu retrouves le même mécanisme sur le gaming, par exemple. Tu as beaucoup de jeux gratuits, et puis si tu veux avancer plus vite dans le jeu et, euh, et si tu veux avoir des options supplémentaires, tu dois payer. Et donc, c'est des business models qui sont très souvent basés sur la frustration. C'est-à-dire que tu as une petite partie du service qui te délivre la valeur, et tu sens que si tu payais, tu pourrais en avoir beaucoup plus. Et donc, c'est Et ouais. du coup, il y a eu aussi frustration pour vous. Ouais, exactement. On voulait pas du tout rentrer dans ce business model-là. On se refusait, on voulait créer vraiment quelque chose de nouveau. On voulait vraiment avoir une proposition de valeur différente. Et tu vois, au tel point on organisait gratuitement des rendez-vous et on demandait aux gens de mettre un tips s'ils étaient satisfaits. Tu vois. Donc on a essayé ça et ça a été pendant très longtemps un peu le business model, on va dire, c'était de payer à la satisfaction. On voulait vraiment se différencier, mais faut se rendre à l'évidence, quoi. Ça n'explosait pas en termes de revenus. Donc ça a créé effectivement des tensions. Moi, je m'occupais énormément de la partie de la marque, du produit et surtout aussi du marketing, de l'acquisition utilisateur. Et j'arrivais pas à craquer le truc. Alors quand je suis parti, on était avec une base de plus de 50 000 inscrits, donc c'était pas négligeable, tu vois. On avait fait quand même du super bon boulot et on avait quand même réussi en 2 ans avec très peu de budget à récolter une grosse base d'utilisateurs. Il faut savoir tu vois, qu'on se battait contre des acteurs qui investissent des millions par an, tu vois, sur de l'acquisition d'utilisateurs. Donc on n'était pas on n'avait pas à rougir, mais on n'arrivait pas à vraiment faire décoller le service, à craquer plein de choses, que ce soit la monétisation et l'acquisition. Et donc ça crée des tensions humaines. Ça crée des tensions humaines Et on te l'a reproché du coup, euh, puisque c'était ta partie. ouais. On m'a effectivement reproché le fait qu'il fallait que les résultats étaient pas aussi exponentiels que ce qu'on avait vendu aux investisseurs, aussi exponentiels que nos concurrents et que du coup euh, bah ouais, j'étais en partie responsable de ça et en même temps mon discours c'était de dire mais en fait les business aujourd'hui de dating ce sont des business de marketeurs. C'est-à-dire que quand tu regardes les équipes de marketing chez les acteurs qu'on a cités, leur équipe marketing est énorme.
Et et ils investissent des budgets colossaux. Et moi, je disais, mais on devrait tous s'y mettre. Ça devrait être le focus essentiel de la boîte. Et qu'il faudrait qu'on arrête de perdre du temps sur autre chose. Et il faudrait qu'on arrive à faire beaucoup plus de tests. Alors, on a testé énormément de choses. Je pense que sur la partie itération et exécution, on a été pas mauvais. Mais au bout d'un moment, au bout de 2 ans et demi, moi j'ai testé tellement de choses que je commence un peu à devenir fou. J'arrive pas à trouver ce qui marche et je suis complètement essoufflé, quoi. Et ça se sent. Je commence à être fatigué. En plus, on commence à plus avoir de cash dans la boîte et du coup, on fait rentrer des contrats en tant qu'agence pour développer des petits sites internet, développer des petites applications, ce genre de choses pour faire entrer du cash dans la boîte et pour pouvoir continuer à payer nos salariés, nos alternants et du coup ça on se défocus complet vraiment et ça se passe pas super bien, ça crée beaucoup de tension. Moi je travaille énormément à ce moment-là, je crois que j'ai jamais autant bossé de ma vie qu'à ce moment-là parce que de sport. Ouais, plus du tout de sport, plus rien. En plus, on a un rythme de vie, en tout cas pour moi, qui était plus du tout sain, quoi. Et je me perds complètement dans ça. J'ai toujours mon premier business avec Léo qui tourne et qui me paye, donc il faut quand même que, même si c'est une muse, il faut quand même que j'y passe du temps. On fait rentrer ses contrats en tant qu'agence et en même temps, il faut quand même faire avancer le produit, aller chercher des utilisateurs. Et à un moment, je craque. Enfin, je craque. Lors d'une réunion, je leur dis les gars, je suis crevé, j'ai plus d'idées, j'ai plus rien. Là, j'ai besoin de 2 semaines de repos. Et il y a un clash lors on se faisait un meeting entre associés toutes les semaines et qui nous servait un peu de sprint. Et je craque complètement et je suis lessivé, quoi. Et je leur dis et du coup, je rentre chez moi, je me repose et le lendemain matin, j'ai un coup de fil et JD du coup m'appelle et me dit écoute, on a discuté toute la nuit avec Antoine et on n'a pas envie que tu reviennes au boulot. On a envie qu'on se sépare maintenant, quoi. Et donc ça a été un peu une grosse claque parce que même si j'étais effectivement au bout d'un cycle, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils me disent ça et qu'ils me le disent aussi comme ça. Et, et, et du coup, bon, je réfléchis peut-être quelques jours et je me dis en fait finalement, c'est hyper dur. Hein, je suis quasiment, enfin la pression retombe. Je me dis mais comment ça se fait que je me fasse virer par mes associés? Comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Est-ce que je suis quelqu'un de mauvais? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vraiment, je pense pas que c'est un burn-out, tu vois, mais c'était vraiment un gros moment de solitude et de remise en question. Sais-tu que ce moment-là précis, c'est l'un de tes points communs avec Marc Lévy? C'est vrai. Marc Lévy, en fait, écrivain best-seller aujourd'hui, ouais, j'adore. mais en fait, qui a eu cette première vie de start-upper, d'entrepreneur. Il était en Californie dans les années 80, 85, 90. Enfin, toutes les années 80, là, il a vécu ce moment. Et donc, il se rêvait plutôt en tant qu'entrepreneur dans le digital. Et en fait, il a réussi, il s'est fait virer. Et ça a créé ce vide-là pour que le côté créatif prenne le dessus. Et puis, on connaît sa carrière. Et on connaît un petit peu, du coup, ce que ça a permis aussi chez toi. Écoute, si je peux avoir la même trajectoire que lui, je signe tout de suite parce que je suis vraiment un grand fan du monsieur, de ses livres et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'écouter quelques interviews de lui et je le trouve assez inspirant à chaque fois et effectivement notamment sur la partie un peu de créateur de contenu parce qu'un auteur reste un créateur de contenu si on prend au sens large. Je le trouve hyper intéressant. J'aime beaucoup ces prises de position. Alors je sais qu'il est assez clivant et que c'est pas que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais en tout cas
qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je trouve qu'il y a des choses vraiment intéressantes à en tirer de sa façon de gérer la critique, de sa façon d'organiser sa vie, d'être aussi intense et sa façon de créer aussi. Donc écoute, merci pour l'analogie. J'espère, je suis encore jeune et si j'arrive à vendre des bouquins à Spielberg ou à vendre des bouquins à plusieurs millions d'exemplaires, Tu pourquoi vas pas, vendre quoi. les droits d'extraterriens pour faire des séries, pour faire des choses au top. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je me vois pas du tout auteur. Enfin, franchement, j'ai une admiration mais énorme pour les auteurs qui arrivent à se mettre dans leur bulle pendant des mois et des mois, à écrire 10-15 heures par jour, avec cette remise en question permanente j'ai une énorme admiration. Enfin, je sais pas si j'en serais capable. C'est un défi que je me suis lancé. Je me suis dit, une fois dans ma vie, il faut quand même que je sorte un bouquin. Il faut essayer. Et ça me semble presque insurmontable là aujourd'hui. Après, ne jamais dire jamais. Et je pense que j'essaierai. Enfin, c'est sûr que j'essaierai un jour. Mais aujourd'hui, ça me paraît tellement dur et tellement loin de ma personnalité. Comme tu le disais, où j'aime bien toucher à tout. J'aime bien faire déborder mon énergie, être hyper créatif. Donc pourquoi pas. Mais tu vas y arriver parce que bah, tu vois, Marc Lévy, le premier bouquin, il a été motivé par sa paternité. Ouais, c'est vrai. Il a écrit son premier bouquin, c'était le bouquin qu'il voulait que son fils lise 20 ans plus tard. C'est incroyable. Mais tu Donc sais qu'en parlant de il suffit juste d'une motivation. Tu sais qu'en parlant de ça là, il y a pas longtemps là, j'ai commencé un podcast moi pour mon fils et je me suis dit je vais m'enregistrer et dès que j'aurai des choses à lui dire, et ben en fait je vais tout simplement les mettre dans la boîte, je vais tout mettre dans un dossier et puis je lui passerai tout à la fin et il pourra les écouter quand il aura, je sais pas, 20, 30 ans, on verra. Je me dis que peut-être 30 ans ça peut être sympa parce que c'est l'âge que j'ai en ce moment et qu'il puisse m'écouter au même âge et dedans je lui partage tout, quoi. Je lui partage mes doutes, je lui partage mes certitudes et c'est un petit truc que j'ai envie de lui laisser. Donc On a démarré un projet un peu comme ça, similaire aussi avec Robin. trop chouette. Donc on pourra même en reparler parce qu'il y Vas-y, a plein de choses à faire. on s'en reparle. Et du coup, qu'est-ce que ça crée en toi du vide, un mal-être ou euh, une bouffée d'oxygène? Qu'est-ce que ça crée ce clash et aujourd'hui peut-être qu'on peut l'appeler une sorte de libération? Ouais, carrément. Bah, avec le recul, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivées de ma vie, je pense. Parce que j'étais en train de m'enfermer dans une aventure qui commençait à être toxique pour moi, tu vois, autant humainement que professionnellement. Parce que je pense que, tu vois, quand t'arrives pas à craquer un truc cérébralement, il faut savoir tourner la page et sinon tu deviens fou et tu deviens complètement névrosé. Humainement, parce que effectivement, avec le recul, même si j'avais l'impression que tout se passait bien avec mes associés, en fait, il y avait beaucoup de choses qui tournaient mal. Euh, et parce que j'étais plus du tout moi-même. Donc, bah, je pense que tu vois, comme dans toute séparation, dans toute phase de rupture, tu as différentes étapes. Tu as des étapes de déni, tu as des étapes de colère, tu as des étapes de tristesse. Moi, j'ai pendant très longtemps, enfin, pas pendant très longtemps, mais pendant une petite période, je me sentais vraiment plus bactère. En fait, j'avais l'impression d'être un lâche, j'avais l'impression d'abandonner, j'avais l'impression de pas avoir donné le meilleur de moi-même. Et après coup, je me suis dit que c'était peut-être ce que mes anciens associés essayaient de me faire croire et que c'était peut-être pas nécessairement ce que j'étais vraiment. Et j'ai eu la chance d'avoir effectivement cette espèce d'inspiration créative peut-être quelques jours après cette séparation où bah, je suis vraiment au fond du gouffre. Et ouais, c'est une semaine, je pense, après ce gros clash et qu'on me dise, ok, bah t'es plus là. Ça doit être une semaine. Je passe une semaine au lit. Tu vois, j'en ai pleuré. Je commandais à McDo à me faire livrer. Je me faisais plus à bouffer. Enfin, c'était n'importe quoi. J'étais vraiment au fond du gouffre. Et enfin même avec des plaques d'urticaire, des insomnies et tout. Enfin, c'était vraiment grave, quoi. Et Le corps réagit beaucoup. ouais, exactement. Et je crois c'est un copain qui me dit, un copain entrepreneur qui m'envoie un petit article et il me dit
écoute, lis-le, c'est pas con. Et c'était un article qui disait en gros scientifiquement quels étaient les meilleurs remèdes pour se sortir Se d'une déprime. remettre. Ouais, Ouais. exactement. Et le premier dans ce classement-là, c'était, enfin les deux premières choses, je m'en souviens très bien, c'était va faire du sport. L'activité physique, c'est en fait le physique influe énormément sur l'esprit, beaucoup plus qu'on le croit. Et du coup, le fait d'aller courir, de faire une activité physique, ben ça te provoque des hormones et ça provoque du bonheur en toi. Donc c'est un super bon remède. Et le deuxième, c'est de rencontrer des gens, c'est d'aller rencontrer ses amis, ses proches, et c'est ça qui fait passer. Donc je me dis bah je vais appliquer les conseils tout bêtement, et je suis parti courir, j'ai pris ma paire de baskets et à ce moment-là je me mets, comme à chaque fois où j'allais courir, je me suis mis un podcast et je regarde dans les podcasts que j'ai et il y a que des podcasts de l'entrepreneuriat parce que c'est ça qui me drivait. Business. Ouais, exactement. Il y a que ça qui me motive. C'était ma nouvelle mission de vie et tout. Et je me dis mais non, j'ai pas du tout envie d'écouter ça. Et à ce moment-là, je sais pas, je me dis, ouais, j'ai envie d'écouter des sportifs. J'ai envie là, je vais faire du sport. Pourquoi pas écouter un athlète de haut niveau? Ça pourrait être sympa. Et du coup, je cherche et je démarre ma petite course à pied avec des podcasts de sport, une petite playlist que je m'étais mis. Et en rentrant, je me Et des dis, podcasts anglais, par contre. Non? Il y avait du français? ouais, il y avait quelques podcasts français qui s'étaient lancés, qui étaient très jeunes à ce moment-là. Et il y avait aussi des replays de radio, mais ça me plaisait pas du tout. Et en rentrant de ce petit footing, je me dis, mais du coup, je continue à écouter d'autres podcasts et tout. Je me dis, c'est bizarre. Enfin, il y en a, ils sont bien, mais ça me correspond pas, quoi. C'est pas ce que j'ai envie d'écouter en podcast. Et c'est à ce moment-là, je me dis, mais c'est dommage. Pourquoi pas est-ce que je pourrais le faire est-ce que moi je pourrais peut-être faire ce podcast-là, quoi. Le podcast de mes rêves n'existe pas. Ce que j'avais Je vais envie le créer. d'écouter n'est pas sur le marché. Et si c'était moi, quoi. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, il faut y aller vite. Et je prends mon LinkedIn et je me dis, Ouvrir Excel direct. ouais, exactement. J'ouvre mes notes, je note deux trois trucs et je me dis, bon. Allez, si je pouvais aller interviewer des sportifs de haut niveau, ça serait génial et tout. J'ai toujours, quand j'étais petit, c'était un rêve de gamin de pouvoir être sportif de haut niveau. J'ai jamais réussi, j'ai jamais été dans la tête d'un champion, j'en connais aucun, et j'aimerais vraiment comprendre comment eux ils font justement pour avoir cette discipline toute une vie et se lancer des objectifs à 10 ans, 20 ans. Et garder cette rigueur, garder cette force mentale que moi j'ai peut-être pas eu, quoi. Et et du coup, je poste un message sur LinkedIn et je demande tout simplement, est-ce que vous avez des athlètes de haut niveau dans votre réseau? J'ai un petit projet de podcast, ça pourrait être marrant. Euh, et, et énorme coup de bol, dans l'heure, j'ai trois copains qui me disent, bah si, je peux te présenter à un tel ou un tel, dis-moi et je te fais l'intro. Voilà. Donc là, Et on est en tout début 2019. ouais, exactement. On est en début 2019 et je dirais entre mars et juin. Et c'est à ce moment-là que je me dis bah ok, faut que je me lance et il se passe une petite semaine où je me renseigne comment faire du montage, j'achète du matos, je le teste. Je vais voir plein de vidéos, j'écoute plein d'autres podcasts pour m'ouvrir un petit peu l'esprit, pour trouver différents formats. J'appelle une copine qui est graphiste pour faire un petit logo. Le nom me vient tout de suite. Le nom direct. Ouais. Ouais, quasiment. Ouais. Quasiment, je me dis ouais, j'ai envie d'interviewer des gens extraordinaires. Alors, mais j'ai envie de faire découvrir leur facette humaine et de découvrir qui se cache derrière leur facette un peu médiatique. Et je me dis, il y a les mots humains, il y a les mots terriens qui apparaissent et c'est à ce moment-là que je me dis, boum, extraterrien. Et c'est venu un petit peu comme ça. Et du coup, je me dis ah ouais, j'aime bien ce nom. Tiens, c'est sympa. Puis C'est drôle parce que alors moi je connais, je l'écoute, je connais le projet derrière et je comprends ce qu'il y a derrière extraterrien. Mais c'était une de tes réflexions dernièrement. Tu avais fait une petite mise en avant, une collab sur notamment Apple Podcast. ouais. Et tu dis que le nom euh, n'apparente pas, ne fait pas automatiquement penser à clé de succès, réussite des sportifs extraordinaires et fait plutôt penser à des choses de l'espace, quoi.
Ouais, peut-être. C'est une analyse peut-être fausse hein, que j'en avais faite. Effectivement, j'avais eu cette petite promotion sur Apple et qui avait peut-être moins bien marché que pour d'autres podcasteurs. Et je me suis dit que c'est la principale bannière de pub pour un podcast, c'est son nom. Et du coup, je me suis dit peut-être que le nom est pas assez équivoque ou peut-être que la tagline est pas assez présente ou pas assez visuelle. Euh, donc, moi, en tout cas, ce nom, à moi, il m'évoque plein de choses. Ouais, Aux auditeurs, il évoque plein de c'est le choses plus aussi. important. Et exactement, tu vois, et c'est ce que je me dis, et je me dis au pire, la découvrabilité du podcast, bon bah si je devais peut-être refaire les choses, je l'aurais peut-être fait différemment, mais aujourd'hui j'adore ce nom, j'y suis vraiment attaché, c'est mon petit bébé. Et le visuel aussi est très très fort, très très beau. On comprend bien avec principalement les ballons, les balles. Ouais. Ça marche bien. Et donc l'idée à ce moment-là, c'est d'en faire 10, 50, 100. Et quel est peut-être, est-ce que tu veux tout de suite, tu te dis, moi, je vais être capable d'aller chercher du Teddy Riner, du Zidane, tout de suite. Est-ce que c'était ça ton objectif? Euh, c'est une super bonne question. Le tout premier objectif, si tu veux, c'était de tenir ma parole, c'est-à-dire que j'avais pitché Tu l'idée t'étais du. engagé Ouais, je m'étais engagé. publiquement. Je m'étais plus ou moins engagé avec moi-même de me dire, OK, j'ai envie de tenter le truc, j'ai envie de découvrir ce que c'est que de faire un podcast. J'avais demandé à ce qu'on me fasse des intros, on m'en a fait 3 avec des gens absolument incroyables qui étaient, et je peux les citer, hein, c'était Arthur Guérin-Boéry qui est un apnéiste qui a 5 records du monde en apnée, notamment de l'apnée sous glace. En fait, il nage sous une plaque de, enfin sous Sur une la banquise, tu banquise. vois, Ouais. littéralement. Et c'est celui qui a fait la plus grande distance sous une banquise, tu vois, en apnée. Donc tu vois, il a des records comme ça. Donc c'est une personne incroyable. Il y avait Jérémy Azou qui est un champion olympique d'aviron et qui a une histoire absolument phénoménale. Et les gens, c'est un type pour moi qui est complètement méconnu, qui est pas du tout sur les réseaux sociaux, mais c'est un type fantastique. Et même sportivement, c'est le Rafael Nadal ou le Roger Federer de l'aviron. Il a été 10 ou 12 fois champion de France, 5 ou 6 fois champion du monde. Enfin, c'est un type avec un palmarès hors norme, avec une humanité incroyable. Enfin, j'ai adoré Jérémy. D'ailleurs, il faut que je lui écrive un petit mail. Mais désolé, je pense tout haut. Et la troisième personne, c'était Hélène Ngom, qui était en équipe de France d'escrime et qui avait une maladie de Crohn, pardon. Oui. Et je trouvais ça génial, tu vois, de pouvoir. Enfin, je trouvais ça incroyable qu'une athlète de haut niveau puisse avoir cette maladie. Et du coup, c'était une interview géniale. Et je me suis dit, au moins, je me suis engagé. Je vais aller voir ces 3 personnes. Je vais enregistrer. Je vais les mettre en ligne. Je vais faire le truc jusqu'au bout. Et à la fin, je ferai un petit bilan. Et t'as kiffé. Et je sors de la première interview avec Arthur et je me dis, mais c'était dingueissime. C'était trop bien. J'ai rencontré un grand monsieur. J'ai passé 1 heure et demie merveilleuse avec lui. Et là, je me dis tout de suite, allez, enfin, lance-toi un gros défi, quoi. Lance-toi. Et j'étais en train de lire Deep Work à ce moment-là de Cal Newport. Ouais. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Et qui parle énormément du pouvoir des répétitions et du pouvoir du fait que pour devenir très bon dans un sujet et quand on prend énormément de plaisir dans un sujet, eh ben, il faut se forcer à le faire énormément de fois et aller très loin. Et du coup, je sors de la première interview et je me dis, bah tiens, bah, je pourrais le faire 100 fois en fait ce que j'ai fait et je me dis ok bah je vais essayer de faire 100 interviews et là j'en suis quasiment à 100 et je me vois bien Et tu même veux aller jusqu'au 1000. ouais et ben ouais carrément franchement là je vois Joe Rogan je crois qu'il doit être à 1500 quelque chose comme ça, il a une fréquence de publication incroyable et moi je me dis ok ouais je me verrais bien faire ça toute ma vie quoi, pourquoi pas. Franchement, c'est le temps que j'y prends du plaisir. Si en plus je commence à trouver un moyen de le monétiser et que ça tourne bien et que je m'entoure et tout, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc, Est-ce que tu peux nous ouais, vas-y. raconter du coup un petit peu les étapes clés, si tu as quelques anecdotes à partager sur comment tu fais grandir ce projet? Parce que donc on comprend, hein, tout de suite, il vient se combler cette baisse de régime, cette baisse de confiance en toi. Tout de suite, il prend du plaisir. Et en parallèle, du coup,
Après, on reviendra sur l'aventure School Lab. Mais donc, quels sont peut-être les moments clés et, et aujourd'hui, ce qui se passe? Ouais. Euh, c'est les moments clés, c'est dur à voir après coup parce que tu vois, c'est une somme de petits moments. J'ai commencé vraiment le podcast tout seul, tu vois, dans ma chambre avec mon petit matos et je prenais des billets de train pour aller rencontrer tous les invités et à chaque fois je me déplaçais. C'est une aventure assez solitaire le podcast. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un truc. Euh, c'est moi j'ai essayé de me connecter à beaucoup de gens du coup. Tu vois, je m'informais un peu partout, je me connectais aux différents journaux, j'essayais d'envoyer des messages aux journalistes qui parlaient de podcast, j'essayais de me connecter à des agences de com, j'essayais de me connecter à des régies publicitaires et tout, et j'ai eu un peu cette phase d'émulsion où j'essayais vraiment d'appeler tout le monde, de découvrir l'écosystème, qui était vraiment une phase de découverte, et j'en garde un super bon souvenir parce que ça m'a permis de rencontrer vraiment des gens géniaux, tu vois. Donc c'est vraiment la somme de ces petites rencontres, je trouve, qui a vraiment construit le podcast et qui a vraiment construit aujourd'hui un peu la ligne édito que ça a pris. Après, dans les moments, si je peux te citer quelques moments clés, il y a eu euh, j'avais demandé à Rudy Koya, qui est un gros influenceur fitness et qui vend énormément de coaching, tu vois, sur internet, et qui a une très très grosse chaîne YouTube, et du coup j'avais demandé à l'interviewer parce que j'aimais beaucoup son travail et qu'il avait un podcast aussi, et il m'a dit bah tiens, viens une semaine chez moi, et je me suis dit bah quelle opportunité, et du coup bah tu vois, de passer une semaine avec Rudy, c'était incroyable, et depuis c'est devenu un ami et quelqu'un avec qui je peux vraiment partager des choses à la fois en tant qu'entrepreneur, en tant que sportif, Ouais. et en tant que copain. Il y a eu enfin des rencontres avec ouais, avec chaque rencontre était vraiment incroyable et m'a vraiment construit. euh, et je pourrais pas te Enfin, il y a eu des anecdotes un peu fun, tu vois, et je me suis retrouvé dans un train à faire à devoir faire une interview juste en sortant du train, et du coup dans le train j'avais la voix un peu enrouée, et du coup je me suis mis à faire des vocalises, et la personne qui était à côté de moi m'a pris pour un fou et a appelé le contrôleur. Et du coup, dis-toi, quand je suis sorti du train avec Il y avait euh, les avec gendarmes. avec les athlètes, il y avait les gendarmes, ouais, il y avait les gendarmes et tout, et c'était une situation un peu incongrue. Euh, enfin, tu vois, du coup, j'ai des petites anecdotes un peu fun comme ça. Après, est-ce qu'il y a des moments game changer dans le podcast? Euh, euh, je saurais pas te dire, tu vois, peut-être par rapport à l'audience ou par rapport à la monétisation ou quoi. Si, on va dire, ouais, il y a eu deux rencontres vraiment majeures, je pense. C'était la rencontre effectivement avec la régie Acast, parce que il y a eu j'avais besoin de monétiser, j'avais déjà essayé de travailler avec d'autres régies, Donc, et il y c'était avait au bout de combien de temps, ça? Un an? Acast, 1 an et 3 mois qu'on a commencé à 1 an et travailler 3 ensemble. mois. Ouais, Ok. ouais, ouais. Au bout d'1 an et 3 mois, et pendant tout le début, j'étais vraiment solo. J'essayais de démarcher des marques un peu tout seul. J'ai travaillé avec d'autres régimes, mais il y avait pas grand chose qui tombait vraiment d'intéressant, ou des contrats publicitaires qui m'intéressaient pas du tout. Donc Parce que c'est ça que j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui, euh, et c'est aussi dans ta vision, tu as une vision très longue pour ce projet qui devient un projet de plus en plus grand. Tu as une vision à 5 ans, tu as en ligne de mire les JO, et tu as euh, l- cette vision, je ne sais pas si c'était celle du début, mais tu n'es pas obligé de travailler avec des marques. Tu as vraiment cette envie de valoriser toutes les fédérations, tous les groupes, tous les sports, vraiment de manière générale. Et tu n'es pas obligé de passer par cette case, on va dire, de marque et de sponsor, mais tu peux aussi aller sur le côté institutionnel. C'est ça qui est possible de faire avec Acast. alors, bah, peut-être la brique un peu institutionnelle, c'est peut-être du coup la deuxième rencontre effectivement avec Nadège, qui a bossé en fait pendant très longtemps pour des ligues et pour des fédérations,
et qui elle m'a en fait incité à aller voir ces acteurs-là parce que ils sont à la recherche de contenu, parce que ils veulent faire du brand content, parce qu'en ce moment ils ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et que ils doivent quand même communiquer. Donc c'est vraiment elle qui m'a apporté ça. Acast m'a apporté beaucoup de professionnalisme peut-être dans la démarche commerciale, m'a beaucoup accompagné, m'a aussi permis de rencontrer d'autres podcasteurs. Donc c'est très complémentaire si tu veux ce que les deux m'apportent. Et en fait si tu veux moi j'avais vraiment pas envie que ça soit j'avais vraiment envie que ça reste un projet passion pour que j'ai envie de le faire longtemps. Et pour avoir ce projet passion un peu du début, il faut pas être drivé uniquement par tes clients. Il faut aussi être drivé un peu par, comme tu l'as dit, par une vision long terme. Et je me suis tout de suite donné. Enfin, j'avais pas du tout envie. J'avais envie de rester très dépendant et de pas du tout avoir être contraint de devoir monétiser avec des gens avec qui j'en ai pas envie, être contraint d'avoir des annonceurs qui me plaisent pas et qui me correspondent pas. Et du coup, tu vois, je suis très large, je suis hyper ouvert, mais je veux que ça corresponde à mes valeurs. Et le premier but, c'est pas du tout de monétiser. Le premier but de ce podcast, c'est avant tout moi. C'est un plaisir assez égoïste déjà de moi rencontrer des gens, de rencontrer des gens géniaux et de passer du bon temps et de pouvoir à la fois me faire un réseau, à la fois de pouvoir apprendre des choses. Découvrir. Ouais, exactement. Et ensuite, si ça fédère une audience, si ça fédère une communauté autour de ça, si ça plaît, si ça attire des annonceurs, c'est que un plus. Mais tu vois, si là aujourd'hui encore, si j'avais pas gagné le moindre euro, je pense que je serais encore là quand même, tu vois. Et c'est ça qui motive le podcast. Et quand j'ai eu l'opportunité effectivement de parler à des fédérations, des ligues, et en fait j'étais super content parce que c'était une opportunité exceptionnelle quoi pour moi de m'aligner encore plus avec les valeurs du sport et avec les acteurs de cet écosystème qui est à la fois si beau, si brillant, mais en même temps vachement fragile quoi. Et on peut le voir cette année avec le Covid quoi. L'écosystème du sport est en fait très 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 fragile. Et si je peux les aider, si je peux contribuer un peu à faire rayonner le sport en France, je serais très heureux. Super. Est-ce qu'on peut parler un peu de chiffres avant de passer sur School Lab? Ouais, bien sûr. Tu veux savoir quoi? Extraterrien, aujourd'hui, il y a combien d'écoutes, quelle est la communauté? Est-ce que tu arrives à avoir quelques chiffres d'engagement? Tu reçois combien de messages? Est-ce que tu as des choses comme ça Ouais, bien à sûr. partager? Alors les derniers chiffres que je peux te communiquer, je les communique plus depuis août 2020 parce que effectivement depuis qu'on travaille avec Acast, on répond avec pas mal d'appels d'offres et on reste discret sur les chiffres officiels. Mais je peux te dire que au mois d'août 2020, je faisais plus de 50 000 écoutes par mois, quasiment 55 000 si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, j'ai énormément d'interactions sur sur Instagram notamment, parce que j'ai envie de répondre à tout le monde et toutes les personnes qui prennent la peine de m'écrire un email, qui prennent la peine de m'écrire un message. J'ai vraiment envie de leur répondre et aussi de comprendre qui sont les auditeurs, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils aiment pas, quels sont leurs conseils d'amélioration. Donc je reçois, je te cache pas, je peux regarder maintenant tout de suite, mais je reçois une bonne trentaine de messages par jour. Donc ça me prend du temps, mais c'est aussi quelque chose que je prends. Tu vois, là, sur Instagram, j'ai 17 messages non lus. Donc c'est toi qui gères cette interaction. C'est toi qui la gère, c'est toi qui communique, et c'est toi qui gères la publication, le montage, tout ça. Ça te prend combien de temps? Ouais, c'est encore moi qui gère tout. Et tu vois, je me suis entouré de. C'est marrant que tu dis ça parce que tu vois, quand j'ai commencé à m'entourer, tout le monde m'a dit mais pourquoi tu prends pas quelqu'un pour la prod ou pour les réseaux sociaux? C'est ce qui a peut-être le moins de valeur ajoutée entre guillemets, tu vois. Et je me suis dit en fait, si j'ai envie que ça dure, il faut aussi que je trouve un modèle économique. Et du coup, si
si j'ai envie que ça soit pérenne, il faut peut-être que la première chose sur laquelle je me fasse accompagner, c'est la partie plutôt commerciale. Monétisation. Ouais, exactement. Commercial. Et du coup, d'où mon association avec Acast, d'où le fait que je suis allé que je commence à travailler avec Nadège qui me permet en fait d'aller chercher des sportifs avec plus de notoriété, qui m'accompagne en fait dans le booking. Elle m'accompagne aussi pour effectivement parler à ces fédérations et pourquoi pas leur proposer des offres de brand content. C'est grâce à Nadège que un jour on aura une superbe conversation entre Bart et Teddy, quoi. Bah écoute, elle fait un boulot de dingue et je vais pas vendre la peau de l'ours avant de commencer à peine à De l'avoir booké couvrir après, de l'avoir booké. J'aime pas tuer les ours. Je sais pas pourquoi je dis cette expression. Je déteste qu'on tue les animaux, surtout les ours. Enfin, c'est un très bel animal. Bref, non, mais je vais surtout pas vendre la mèche avant de l'avoir allumée. Mais elle va vraiment elle fait du super boulot et il y a des super invités qui vont arriver bientôt prochainement sur le podcast et ça sera pour le coup vraiment des athlètes on va dire vraiment avec une renommée nationale et des gens que tout le monde connaît. Donc c'est une opportunité de dingue et du coup ouais, je voulais surtout travailler sur cette partie-là qui était mes points faibles et je me suis dit en fait la prod même si c'est pas ce qui me passionne, même si des fois j'ai du mal tu vois les lundis soirs à aller faire mon montage, à faire les posts sur les réseaux sociaux pour publier le lendemain matin à 6h du mat, et ben je préfère le garder parce que je me dis il faut que ça soit en dernier ce que je délègue si je veux trouver un modèle économique qui soit pérenne, tu vois. Donc voilà, donc je fais toujours encore tout moi-même. Ça me prend en tout, je dirais, tout le travail que je fais sur Extraterrain, ça me prend quasiment une journée par semaine. J'essaie de le diviser en blocs de temps. Ça va être des blocs de 2-3 heures. Soit, t'as le bloc un peu enregistrement, t'as le bloc post-prod et communication. Et le bloc qui est un peu plus diffus, c'est le bloc booking des invités. Donc c'est aussi pour ça que je me fais accompagner parce que des fois, t'as un invité qui te dit oui, appelle-moi demain à 15h et puis à 15h, t'as un rendez-vous donc tu peux pas l'appeler, puis du coup tu l'appelles le surlendemain à 15h et puis il n'est pas dispo. Il est pas dispo. Donc ça c'est la partie qui est le plus dure à gérer pour moi quand tu as deux activités. En fait, c'est effectivement un peu de devoir de pas pouvoir maîtriser ton temps et de dépendre un petit peu de d'autres personnes pour pouvoir avancer. Mais du coup voilà un petit peu pour mon organisation et combien de temps. Donc c'est en train de devenir d'avoir un équilibre financier, de toujours te passionner. Tu vas pouvoir aller encore plus loin et beaucoup plus longtemps. Donc tu viens juste d'amorcer la transition. Tu as une double activité évidemment, parce que donc depuis 2 ans, tu n'aurais pas pu uniquement subvenir aux besoins de ta famille avec la muse. Ouais, tout à Et fait. puis surtout, tu as besoin et tu as aujourd'hui, tu as cette expérience multiple qui te permet d'accompagner d'autres entrepreneurs un peu plus jeunes, un peu plus peut-être débutants que toi. Et du coup, tu as rejoint School Lab? Ouais, exactement. C'était vraiment une opportunité qui s'est présentée à moi. Alors, Ça s'est fait naturellement aussi? Ouais, exactement. Alors, il s'avère que je pouvais satisfaire à mes besoins avec même très bien à mes besoins avec ma précédente boîte qui retourne bien et qui aujourd'hui sur lequel on a mis pas mal de choses sous gestion et j'aurais pu me contenter de ça, je t'avoue, et j'aurais pu même remettre les mains dans le cambouis et relancer encore plus fort. Mais j'en avais pas spécialement envie et j'étais bien en fait dans cet équilibre là avec mon podcast, ma petite muse à côté, avoir du temps pour me redécouvrir, avoir du temps pour refaire du sport, pour explorer plein de choses et tenter des petits trucs, tu vois. Donc j'ai essayé de remonter des petits trucs un peu par-ci par-là et puis il s'est présenté un peu l'opportunité comme ça avec School Lab qui est venu me voir en m'expliquant que School Lab, du coup, c'est un gros studio d'innovation de 70 salariés et puis avec un réseau de freelance qui est assez gros aussi. Et ils ont une partie accélérateur où ils accélèrent des entrepreneurs pour les aider et pour les faire pour faire décoller leurs projets. Et ils commencent,
et ils avaient envie d'un renouveau un peu sur l'accélérateur et ils m'ont proposé effectivement de reprendre la direction de l'équipe et de pouvoir créer des nouveaux business models, essayer de relancer un peu cette activité-là. Et comme j'adore être au contact d'entrepreneurs, je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être sympa. Et puis on a essayé de travailler ensemble, ça s'est bien passé. Et ils m'ont fait une proposition que je pouvais pas refuser et qui me plaisait vraiment énormément. Euh, et l'idée, effectivement, c'était, j'avais déjà eu pas mal d'expériences de management et du coup, là, il fallait piloter une équipe, donc ça collait plutôt bien. Il fallait aussi avoir une bonne expérience entrepreneuriale pour pouvoir avoir un petit peu de crédibilité vis-à-vis des entrepreneurs. Et du coup, comme j'avais monté plusieurs boîtes avant, ça faisait sens. Et, euh, et le dernier objectif que eux avaient, c'était aussi d'avoir quelqu'un qui communique et qui aime bien faire du marketing, qui aime bien créer des marques, qui aime bien faire de la création de contenu. Et du coup, ça me correspondait plutôt Bon, bien. t'étais assez aligné. Ouais, et du coup, exactement, c'était plutôt bien aligné et on a commencé à travailler ensemble du coup il y a un peu plus d'un an et ça se passe super bien et en vrai, c'était une opportunité qui est arrivée comme ça. Un peu par hasard et aujourd'hui je regrette pas du tout d'avoir tu vois retrouvé plus ou moins une partie de ma vie en tant que salarié et de piloter une équipe parce que déjà j'apprends énormément toujours, je suis entouré de gens hyper brillants. Tu vois là j'ai ma N+1 et le DG à qui je reporte, qui me font progresser chaque jour, qui me challenge énormément, avec qui je peux apprendre des méthodes de travail. Et puis je suis dans une structure qui grossit aussi, donc je vois aussi une boîte, tu vois, qui a passé le cap que j'ai jamais réussi à passer, c'est-à-dire qui passe le cap d'une dizaine de personnes, tu vois. Et qui doit se structurer et qui doit avancer. Et du coup, franchement, je me régale et ma mission, c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est d'accompagner des entrepreneurs. Moi, ma mission un peu plus personnelle, c'est d'aider les gens à vivre la vie dont qu'ils ont envie de vivre et d'être la meilleure version d'eux-mêmes, la version la plus épanouie et euh, euh, ouais, vraiment la plus épanouie, la plus enthousiaste. Et du coup, je m'y retrouve très bien, tu vois, en accompagnant des entrepreneurs parce que je les aide dans leurs projets et que être entrepreneur, c'est être entrepreneur de sa vie avant tout. Et du coup, c'est une nouvelle mission. Et depuis effectivement que je les ai rejoints, on parlait d'alignement au tout début. C'est là, à ce moment-là, que je me trouve moi vraiment vraiment aligné avec ce que je fais parce que j'ai enfin compris quelle était ma mission de vie et ma mission de vie c'est de effectivement d'aider les autres à être la meilleure version d'eux-mêmes, que ce soit avec du contenu sportif, que ce soit avec des conseils entrepreneuriaux. C'est comme ça que je me sens bien et épanoui quoi. Ouais, super. C'est vraiment une quête et un but qui est, des fois met du temps à arriver, mais quand on y est, c'est que du bonheur, quoi. On se lève tous les matins avec la banane. Aujourd'hui, du coup, sur School Lab, comment tu t'organises au quotidien? Euh, Comment ça s'organise le quotidien et peut-être un petit peu les offres et la vision de School Lab, si tu peux nous la partager. En préparant l'épisode, on parlait d'impact aussi. C'était hyper important pour School Lab. Ouais, bien sûr. Schoolab, tu vois, c'est depuis quelques mois une entreprise à mission. Donc, c'est inscrit dans nos statuts on a envie d'avoir de l'impact et on doit avoir dans chacune de nos offres et chacun de nos modèles une certaine dimension d'impact. Donc ça peut toucher sur vraiment 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 plein de choses. Tu vois, aujourd'hui une grosse partie du chiffre d'affaires de School Lab, c'est d'accompagner des grands groupes à l'innovation, soit par de la formation, soit par du lancement de projet, soit par du conseil. Euh, et tu vois, on a décidé de se spécialiser effectivement sur les domaines d'impact. On travaille énormément avec des grands groupes pour qui puissent avoir beaucoup plus conscience des nouveaux enjeux écologiques et économiques, qui puissent avoir beaucoup plus
conscience des contraintes sociétales. Et on les accompagne vraiment par rapport à ça. Aussi, on leur fait beaucoup de veille sur les nouveaux modèles qui commencent à émerger et les nouveaux usages qui commencent à émerger, et aussi les nouvelles envies des consommateurs et on va dire du monde, quoi, tout simplement, et de leur apporter ça. Moi, si tu veux, ma partie impact, donc c'est vraiment d'accompagner le maximum d'entrepreneurs. Et là où on a envie d'avoir de l'impact, il est sur 2 sujets essentiellement cette année. C'est d'une, essayer d'accompagner le maximum de femmes possible, parce qu'on considère que l'entrepreneuriat doit vraiment se féminiser et qu'on doit donner encore plus sa chance à des femmes dans l'entrepreneuriat, parce que le seul blocage qu'il existe, c'est un blocage de croyances limitantes, et c'est un problème qui est culturel, où Il y a des millénaires de schémas et ouais, exactement. de biais cognitifs qui sont derrière tout ça, quoi. Exactement. Et du coup, ça va être d'en accompagner plus, d'en encourager plus, et aussi de créer des rôles modèles par rapport à ça, et d'être capable de mettre en avant ces femmes qui communiquent. Tu vois, là, on est en train de faire, il y a bientôt la journée de la femme, et tu vois, on va faire un petit peu on va essayer de mettre en avant toutes nos entrepreneurs chez nous, essayer d'avoir des communications qui sont beaucoup plus attractives, ou en tout cas qui correspondent beaucoup plus à une cible féminine, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, et on pense que ça peut avoir énormément d'impact sur la société. Tu vois, typiquement, je sais pas si tu sais, mais le meilleur moyen pour un pays ou un État de contrôler sa natalité, par exemple, si tu veux réduire la natalité, c'est d'éduquer ces femmes. Exactement. C'est les filles. Ouais, exactement. C'est d'éduquer les filles. Et ben moi, je pense qu'il y a exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. Si on va avoir un entrepreneuriat plus juste, si on va avoir un entrepreneuriat plus conscient du monde, plus équilibré, moins extrême, moins, peut-être un tout petit peu moins capitaliste, et un tout petit peu plus pérenne dans le temps, et ben je pense qu'il faut le féminiser. C'est notre conviction perso chez. On la partage aussi. Et c'est cool, et je savais qu'on partageait ce point-là. Donc tu vois, j'ai un peu insisté sur ce point, mais c'est quelque chose qui est super important. Et le deuxième point qui va être qui est crucial pour nous, c'est qu'on a créé des bourses, en fait, pour permettre et faire en sorte que accompagner plus d'entrepreneurs issus de la diversité et de milieux défavorisés. Donc là, on fait des choses très concrètes. Par exemple, on organise un gros événement qui va bientôt être retransmis à la télé, qui s'appelle La Scène, qui est en fait un concours de pitch pour les entrepreneurs qui sont issus des quartiers défavorisés, et dans lequel dans le jury, il y a des entrepreneurs à succès, il y a aussi des fonds d'investissement, il y a aussi des gens qui ont de l'influence dans l'écosystème entrepreneurial, et l'idée, c'est de mettre en avant, voilà, ces personnalités-là, ces jeunes qui débordent d'idées, et de les entraîner à pitcher pendant un mois pour qu'ils pitchent sur un événement télévisé, et qui va être sur TV5 Monde. Donc on est hyper content de faire ça. Et on a créé une bourse pour justement, en fait, permettre à des entrepreneurs qui n'ont pas les moyens de s'offrir nos programmes d'accompagnement, quand même de pouvoir nous rejoindre, tu vois, selon certains critères. Donc c'est de la discrimination positive. C'est aussi le fait de dire que maintenant, nous, qu'on a trouvé un business model qui est rentable et qui génère un peu de marge, pourquoi pas, en fait, laisser un petit peu de marge au passage pour pouvoir accompagner des entrepreneurs qui n'ont... Redistribuer, repartager, contribuer. Ouais, exactement. Et de redistribuer cette valeur-là. Donc là, ça va être mes 2 gros chantiers cette année. Et moi, à titre individuel. Après, sur les autres équipes de School Lab, il y a plein de choses qui sont faites effectivement sur la diversité, énormément de choses sur tout ce qui est zéro déchet, sur l'upcycling. Donc on lance des petits projets à la fois en interne et aussi avec nos clients autour de ces thématiques-là, et on espère d'ici 2 ans être vraiment un acteur de référence, tu vois, sur l'impact en France, et on espère vraiment pouvoir pas forcément communiquer, mais en tout cas que vraiment accompagner nos clients, et mettre du sens dans tout ce qu'on fait, quoi. Donc beaucoup de choses à faire. Beaucoup d'alignement, beaucoup de valeur, encore une fois. Je vois que le temps passe, et je pense qu'on va pouvoir, après c'est plus d'1 heure et demie, passer aux questions de la fin. On comprend vraiment cette transformation, encore une fois, cet alignement
Et, euh, et c'est vrai que c'est pas facile de retrouver ce chemin du salariat comme tu l'as fait après avoir, tout en étant entrepreneur, entreprenant, créateur. C'est il faut vraiment que ce soit un feeling parfait avec tes expériences et, et ton management, quoi. Ouais, ben c'est marrant que tu me poses que tu me dises ça parce que si tu m'avais demandé quelques semaines avant que je revoie School Lab, si on avait et que si on me posait la question, est-ce que tu serais prêt à redevenir salarié, je t'aurais dit un grand non catégorique. Mm. Et comme quoi, bah effectivement, c'est encore une aventure humaine. Faut Hein, jamais dire non. ouais, et il faut savoir Jamais. faire preuve d'opportunité. Et après, j'ai beaucoup de chance parce que je monte une boîte dans la boîte, quoi. J'ai beaucoup de Oui, t'es j'ai un intrapreneur. Ouais, plus c'est plus le mot, tu vois. J'ai ma petite équipe, on nous laisse énormément de liberté, on peut tenter plein de choses, tu vois. Et j'ai tous les petits postes. Enfin, j'ai tu vois, j'ai dans mon équipe il y a effectivement un commercial, un marketeur, des gens un créateur de contenu, des gens qui opèrent les programmes, quelqu'un qui gère la partie plus opérationnelle, tu vois. Et euh, et donc j'ai vraiment cette chance-là de retrouver l'équilibre que j'avais entrepreneurial, de pouvoir un peu toucher à tout, m'intéresser à tous les domaines et avoir beaucoup d'impact sur tout mon périmètre. Euh, et c'est aussi c'est aussi une opportunité grâce à ce coup-là parce que c'est une boîte qui est vachement libre, qui donne énormément de liberté à ses employés, qui te laisse énormément être créatif, qui te laisse tenter plein de choses. Et et je pense que j'aurais pas pu le trouver dans d'autres structures, quoi. Donc ça c'est vraiment bien fait. Et d'ailleurs, School Lab, c'est une boîte qui a une super belle marque employeur et c'est Ouais. et je pense qu'ils vont essayer de travailler dessus cette année aussi parce que en vrai c'est rêvé de bosser là-dessus, quoi. Moi j'ai une demi-journée par semaine où j'ai le droit de me former, de lancer un nouveau projet, d'avoir une mission associative. Tu vois, j'ai vraiment plein de liberté. Pour avoir des validations, ça se passe super vite et tout. Puis dès que tu as une idée, tu peux la lancer. Donc c'était vraiment un alignement parfait, quoi. Et je pense que j'aurais pas pu trouver ça n'importe où ailleurs. Donc je suis très reconnaissant aujourd'hui de la situation et de la chance que j'ai eue, quoi. Super. On transmettra évidemment l'épisode à toute l'équipe de School Lab. Bah t'en fais pas, je le ferai, ouais. Si on passe maintenant donc aux petites questions, je voulais revenir au début. Tu as mentionné le fait que tu avais pas mal voyagé. Est-ce qu'il y aurait un pays, un voyage, une culture que tu aimerais découvrir ou redécouvrir? Waouh, j'ai envie de te dire toutes. Je fais aucune. Enfin, pour moi, chaque voyage est unique et de chaque voyage, j'apprends des choses. Et tu pourrais m'envoyer au fin fond du Groenland ou tu pourrais m'envoyer dans le plus petit village africain. Je m'éclaterais, quoi. Et je serais quand même émerveillé comme un enfant. Après, là, il y a quand même quelques, tu vois, destinations qui piquent un peu ma curiosité. Il y a la Mongolie. Et écoute, je suis très curieux de ce peuple qui vit dans des yourtes, qui est un peuple très pauvre, mais qui aussi fait partie des peuples les plus heureux au monde. Avec il y a le Bhoutan aussi. Je sais pas si tu sais, c'est selon différents classements, c'est le peuple bhoutanais est le peuple le plus heureux. Les plus heureux, ouais. Classement du bonheur, ouais. Donc c'est deux cultures qui m'attirent énormément et j'aimerais beaucoup aussi vivre une longue aventure en Afrique noire. Je sais pas, je saurais pas te dire quel pays. J'ai eu la chance de découvrir d'aller au Sénégal et du coup j'ai découvert en tout cas le Sénégal, je trouve que c'est le pays parfait pour découvrir la culture africaine quand on n'est pas
pour la première fois en tout cas, moi c'était une très très bonne première expérience parce que les gens sont très amicales, les gens sont très doux, les gens sont très ouverts et du coup c'est une très bonne façon de découvrir l'Afrique. En tout cas moi j'en garde un souvenir incroyable, mais j'aimerais bien découvrir un autre pays peut-être un peu plus dur, un peu plus âpre, tu vois, pour voir vraiment ce qui s'y passe et pour mieux comprendre le monde. Parce que j'ai fait beaucoup de voyages en tant que privilégié, tu vois. Tu vois, même quand tu vas dans des villages, mais que tu es accompagné par un guide et que tu fais des treks, tu vois, tu as l'impression de sortir des sentiers battus, mais en fait, tu rentres sur des sentiers battus de gens qui Ils sont explorent. jalonnés, oui. Et j'aimerais bien, tu vois, aller dans un pays pas forcément un pays en guerre, tu vois, mais un pays où je pourrais m'impliquer peut-être humanitairement parlant, où je pourrais me sentir encore plus vivant. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de ça, mais c'est quelque chose que j'ai jamais vu et j'ai besoin en tant qu'être humain de ressentir ce que c'est. Donc Pour pas te concentrer et te laisser emporter par trop de confort ou trop de chance. ouais, je pense. Et pour pas jamais oublier la chance qu'on a. Tu vois, on pourrait tous les deux être nés au fin fond du Rwanda, dans un village Tutsi ou autre, et tu vois, on aurait pu avoir faut jamais oublier on est juste une âme dans un corps et que en fait le corps aurait pu se trouver à n'importe quel autre endroit et qu'on aurait pu être n'importe qui d'autre, et qu'il faut faut être toujours en permanence conscient de cette chance là, quoi. Donc voilà, en ce moment c'est ma réflexion du moment. J'ai besoin de me sentir encore plus vivant par rapport à ça parce qu'il y a des gens moi je me sens très très heureux et j'ai besoin de peut-être de ressentir que d'autres sont peut-être beaucoup moins heureux que moi pour tu vois, me reconcentrer sur les plaisirs simples et sur des choses qu'on Les oublie, quoi. missions, Ouais, et le sens bien sûr. à toute cette chance. Ouais, tout à fait. Super. T'as fait les 5 continents? J'ai le seul qui me manque, c'est l'Amérique du Sud pour l'instant. Amérique du Sud, pas Ouais. encore. Ok. Tu vois, j'ai fait 30 pays, je suis toujours pas allé en Amérique du Sud, donc mais c'est ça sera pour je Ça sera pense pour bientôt. les 2-3 prochaines années, c'est sûr et certain. Super. Moi, j'ai fait le Panama et je connais un peu, du coup, je connais la liaison, on va dire, des deux continents. Quoi que je te dis ça parce que j'ai fait le Mexique, j'ai fait Cuba et j'ai fait Ah, Martinique et Guadeloupe. Donc tu vois, j'étais quand même pas très loin. Donc ouais. Super. Est-ce que tu aurais un contenu, plusieurs ressources, que ce soit podcast, livre, film, expo, c'est le moment un peu culture, que tu pourrais partager en rapport avec ce dont on a parlé ou pas, qui ont eu un impact avec toi, pour toi. ouais, bah écoute, je le cite très souvent. Enfin, déjà, je lis énormément, donc j'aurais énormément de contenu à partager. Mais si je dois en choisir qu'un, c'est un bouquin qui a vraiment changé ma vie et qui s'appelle Delivering Happiness de Tony Hsieh, qui est Tony Hsieh, donc qui est un entrepreneur de la Silicon Valley, qui a monté notamment Zappos, qu'il a revendu à Amazon, et dans lequel il fait son autobiographie et raconte son histoire. Et en fait, il a créé cette boîte autour de valeurs très très fortes qui étaient la passion pour le client, la passion pour la qualité du service, et comme quoi le client était vraiment roi, et il avait aussi envie de créer une entreprise dans laquelle on est très heureux de travailler. Et il a été nommé plusieurs fois par le New York Times comme étant the happiest company in the world ou ce genre de choses. Et son livre Delivering Happiness, je crois que c'est l'entreprise du bonheur en français, est absolument incroyable. Et c'est à la fois romanesque parce qu'il y a une histoire qui est rocambolesque et qui raconte celle d'un entrepreneur complètement avec vraiment toutes les aventures qu'on peut imaginer, et les montagnes russes émotionnelles qu'il a pu vivre. Et en même temps, c'est bourré de choses très pratique parce qu'il Très fournit concrète, ouais.
il fournit le manifesto, il fournit le process de recrutement des gens, il fournit les rituels pour créer la culture, pour créer la marque. Il explique comment fonctionne son service client. Il explique plein de choses qui sont très très concrètes et qui sont des choses qu'on peut mettre tout de suite en place dans son équipe, dans sa boîte, autour de soi et même dans son quotidien. Et du coup, ce livre a été une vraie révélation pour moi et je pense que pour pour tous les entrepreneurs, je pense que c'est un livre à lire absolument et pour en avoir parlé assez souvent autour de moi, tout le monde y trouve son compte, soit dans la partie pratique, soit dans la partie un peu romanesque, soit dans la partie un peu plus philosophique sur Moi, j'ai adoré. l'entrepreneuriat. J'ai adoré en plus le petit côté en plus origine chinoise et méditatique. Enfin, je sais pas. Enfin, j'aime bien sa prise de recul, quoi. Sa prise de recul par rapport à tout ça est juste dingue Et heureusement qu'il a documenté parce qu'aujourd'hui, il est plus là. Ouais, exactement. Et on l'a perdu il y a quelques mois et ça m'a rendu très triste d'apprendre cette nouvelle. Accident tragique dans un incendie chez lui. Donc voilà, j'ai beaucoup de reconnaissance pour son travail et il a changé ma vie et j'ose le dire. Voilà. Mais il a réussi à transmettre beaucoup de valeur et toute sa valeur dans sa vie. Donc, c'est ça le plus important et qu'on essaye tous de faire, je crois. Avant-dernière question. Est-ce que si tu avais un bouton devant toi qui actionnerait, qui serait no limites, qu'est-ce qu'il actionnerait? La lampe du génie d'Aladin. Écoute, je vais te dire peut-être un truc un peu tarte à la crème, mais je pense que il ferait se détruire toutes les armes qui existent sur Terre. Voilà. Qui est plus aucune arme à feu, plus aucune arme nucléaire, plus aucune arme chimique, et il détruirait tout et il détruirait aussi les moyens de les produire et les gens peut-être les gens qui les commercialisent ou les gens qui, voilà, je supprimerais toutes les armes. Voilà, c'est un truc qui me tient à cœur. On fait beaucoup trop la guerre et pas assez l'amour, comme on dit. Génial, bah, ça n'a pas été encore partagé, hein, tout ça. C'est la première fois qu'on aborde ce sujet sur cette question. Dernière question, on a parlé en plus au début sur la parentalité. Moi, je suis venu sur le podcast pour laisser un héritage, laisser une trace. J'ai la chance d'avoir quelques enregistrements audio de ma grand-mère notamment. Un petit cadeau que j'ai eu il y a 1 an. Un petit mot du coup à laisser à tes enfants? Je vous aime, mes fils. Je vous aime plus que tout et j'espère que vous serez des êtres épanouis et alignés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire. C'est tout ce que je leur souhaite. Génial. Un grand merci, Bart. J'ai adoré enregistrer. Je sais que tu étais passé sur plusieurs autres podcasts, donc j'ai essayé de pas trop creuser, notamment l'aspect podcast. On peut citer l'épisode d'Offcast, Ouais. où tu étais passé. T'es passé aussi sur un épisode avec Anastasia. Ouais, sur les nouvelles voix. Ouais. Les nouvelles voix. Donc, cet aspect-là, si vous voulez creuser, on vous invite à aller les écouter. Et puis, ouais, c'était ce que je voulais vraiment creuser, c'était l'autre aspect par rapport à ce cheminement, à ces expériences et à ce côté qui t'avait amené à créer Extraterrien. Donc, je suis ravi. Eh ben, écoute, merci encore pour cette opportunité. J'ai pris beaucoup de plaisir à être ces 2 heures avec toi. Et je savais qu'on allait passer un super bon moment et en tout cas merci du coup merci infiniment de m'avoir donné la parole. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui nous écouteront jusqu'à maintenant, mais je les remercie aussi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à cette interview et c'est pas toujours le cas. Donc merci pour la précision de tes questions. On donnera pas de nom.
Non, mais merci pour la précision de tes questions et la pertinence. Et j'ai vu que tu avais beaucoup bossé le sujet, donc merci pour ton implication et le super podcast que tu fais. J'ai déjà adoré Arthur Aubeuf, Guillaume. C'était vraiment génial. Donc là, je vais tous me les faire maintenant. T'as gagné un auditeur. Merci beaucoup. Partagez l'épisode. Je sais que c'est l'un de tes appels à l'action, le partage sur Insta. On repartage aussi nous-mêmes sur les réseaux et c'est ça qui fait le bouche à oreille tout naturel, comme dans la vraie vie avec le podcast. Donc partagez, parlez-en autour de vous à peut-être des personnes qui sont dans un petit creux de la vague, comme tu as pu nous partager le tien, Bart. On en connaît tous quelquefois et souvent c'est une fenêtre ou une porte sur un réalignement et beaucoup plus de sens. Ouais, tout à fait, exactement. Donc, écoute, je le partagerai moi en tout cas avec grand plaisir. Et ben, à très bientôt. Merci beaucoup et on vous embrasse. Salut Gaël. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Partage-le, note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast. Ça nous permet de vraiment progresser dans les classements. Et comme disent nos amis québécois, chaque témoignage serait grandement apprécié. On te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie. D'ici là, prends soin de toi.